Tu peux choisir qui, dans les snipers, va couvrir ton approche. Puis il va être caché en arrière de toi, pas trop loin. Puis tu peux choisir qui, dans, mettons, 100 tireurs d'élite, tu peux choisir. Est-ce que tu as mieux quelqu'un qui va tirer n'importe quoi, n'importe où, très rapidement, mais qui va pouvoir dire que tu tirerais beaucoup de monde? Ou tu as mieux quelqu'un qui a un petit peu plus de retenue, mais en même temps, il n'y a pas une retenue au point qui va tirer jamais puis qui va être comme terrorisé. Le fait qu'on doit se poser cette question-là me dit peut-être c'est pour ça que justement la guerre traîne en Ukraine. C'est parce qu'on n'est pas convaincu tant que ça que c'est nécessaire. Puis quand quelqu'un y va, on est même surpris que quelqu'un fasse ça. Quand tu fais un appel aux armes comme ça, il faut qu'il y ait une directive. Il n'y avait pas de directive. Fait que là, moi, je me présente là, puis il n'y a pas rien, eux autres. Fait que là, ils sont comme... Je sais pas quoi faire avec vous autres. Voulez-vous rester sur la base? J'ai dit non, on reste pas sur la base. Vous êtes une base visible, tout le monde sait, c'est comme Valcartier. Vous allez vous faire rentrer dedans. Là. C'est une guerre conventionnelle. Il y a des avions de chasse russes qui passent en haut. Là. C'est sûr qu'ils vont vous canner. Là. C'est ça qui est arrivé? Ah non, la guerre est loin. Mais oui, 2 jours après, bombardement, plein de morts. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là on jase. Aujourd'hui, j'ai un invité tellement intéressant, ça fait longtemps qu'on veut l'avoir à l'émission. C'est quelqu'un que je connais pas, mais je le vois comme un frère d'armes. Il a servi dans les forces canadiennes, il a un bagage complètement incroyable. Présentement, il va se battre en Ukraine. Il a fait des déploiements. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aussi parler de sa compagnie de tech. On va aller parler de tout plein d'affaires super intéressants. Mais aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir quelqu'un de tellement vrai. Sans plus tarder, le seul et unique, Wally. Merci de l'invitation. D'être là. Oui, ça fait plaisir. Caroline, on dirait que c'est comme surréel de t'avoir, fait que merci. Ben, ça fait plaisir. T'arrives de quel coin? Ah, je le dis pas. Secret défense. C'est vrai. Mais c'est ça, j'arrive pas. La route a bien été? La route a bien été. Bon, parfait. Puis là, t'es en break de déploiement pendant que t'es ici? Ah, ben là, j'ai pas de déploiement en vue, là. Dans le fond, moi, je m'occupe de ma compagnie tech, là. Okay. Dragonax, là. L'âge de dragon, dans le fond. C'est une entreprise en fintech, intelligence artificielle, etc. Fait que j'ai vraiment 2 parties de ma vie. Il y a une partie que les gens connaissent pas. Le monde m'associe beaucoup à tireur d'élite, psychopathe, narcissique, whatever. Là. Puis l'autre côté qui est plus le gars nerdy qui gère des serveurs puis des modèles d'intelligence artificielle. Fait que j'ai vraiment 2 mondes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment 2 réalités qui me passionnent. Autant je peux parler de comment se faire tirer par des chars d'assaut, puis après ça, je vais te parler de pourquoi tu devrais utiliser tel modèle pour faire pour exploiter tes données en intelligence artificielle, puis je vais sauter d'un sujet à l'autre sans aucun problème. Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que quand je suis revenu mon premier déploiement en Ukraine, ça m'a comme flashé. Tu sais, tu viens de voir du monde littéralement mourir à côté de toi. Là. Ouais. Là, tu reviens, puis là, il faut que tu remplisses tes impôts. Tu gères, là, tu es un client, puis là, il faut que tu gères des serveurs, des données, etc. Puis t'as comme une espèce de clash entre les 2 mondes qui est assez weird. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est comme une espèce de comment on pourrait dire ça, de vertige. Quand tu sautes d'un extrême à l'autre. Puis d'ailleurs, avec la guerre en Ukraine, c'est un aspect qui est quand même... il y a des journalistes qui me posent des questions. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette guerre-là? C'est à quel point le confort côtoie la terreur. Parce que tu peux avoir des studios comme ici à Kiev, là. Qui sont exactement comme ça, là, la même affaire. Là, du vin, il y a comme une SAQ là-bas. Là, le monde, ils continuent leur vie. En fait, ils veulent oublier la guerre parce qu'ils sont tannés, la population. Fait que souvent, le monde veut... C'est comme l'éléphant dans la pièce, la guerre, là-bas. Le monde en parle pas. Il en parle vraiment parce que tu t'as pas le choix, c'est tellement présent, t'as des alertes aériennes, etc. T'sais, on pourrait être en train de faire un podcast, puis là, tout à coup, paf, une alerte aérienne. Puis ça sonne comme une alerte à la Deuxième Guerre mondiale. Mais la guerre est combien loin de Kiev? Ben là, si tu comportes la ligne de front, parce qu'ils se font bombarder, fait que là, souvent, t'as des problèmes les gens se font, il y a des bombardements de toutes sortes. Donc, il y a soit t'entends des explosions, puis il y a un danger réel. On pourrait entendre une bombe tomber dans le voisinage, un missile. Fait que est-ce qu'on comprend ça comme étant la guerre? Moi, je la comprends pas comme étant la guerre. Le front est à peu près à quelques heures de route. Fait que si on peut s'imaginer un peu, là, on est en banlieue de Montréal, c'est un peu comme si le front était à peu près, mettons, je sais pas moi, à peu près passé Québec, mettons, ou en Gaspésie. Fait que c'est pas proche, mais c'est pas super loin. Mais c'est assez proche que tu pourrais, exemple, avoir ta famille ici, puis là, quand
ton tour est venu de te rendre au front, tu prends ta voiture, puis en une journée, t'es rendu à ton spot, là. Puis là-bas, ils doivent déployer les gens? Comment ça fonctionne? Ben, c'est une armée. Fait que là, t'as la conscription. Fait que y a des gens qui sont forcés de combattre. Contre leur gré, ils sont forcés de combattre, t'sais. Pourquoi? Ben, parce que c'est une conscription, c'est que t'es pas, toi, exemple, t'es dans les forces armées comme volontaire. Fait que c'est toi qui t'es enrôlé. Mm-hmm. Mais un système de conscription, c'est que vraiment, on dit, OK, toi, qui faisais la job X, non, toi, maintenant, tu mets l'uniforme, puis on va te dire quoi faire. Puis si ça inclut qu'on t'envoie au front en première ligne, c'est ce que tu vas faire. Fait que c'est la conscription. Fait qu'il y a plein de monde qui sont conscrits en ce moment. Fait que c'est une armée, il y a un processus, mais un des problèmes en ce moment en Ukraine, c'est qu'il y a pas beaucoup d'entraînement. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui arrive sans expérience au fond, des deux côtés. Les Russes, tant les Russes que les Ukrainiens. Donc, il y a un paquet de monde qui sont complètement terrorisés. Ce qui n'était pas le cas au début de la guerre. Au début de la guerre, tu avais beaucoup plus de professionnels, avec pas juste des professionnels, mais j'ai combattu avec des professionnels ou des miliciens sans expérience, ou presque pas d'expérience, ce qui était complètement différent. Mais tu avais un niveau de volontariat, je pourrais dire, beaucoup plus élevé au début de la guerre. Toi, tu le vis comment? Parce que tu es considéré comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience en théâtre opérationnel. Tu fais-tu du coaching un peu là-bas? Ouais, ben il y a plein d'affaires que je peux pas dire, mais j'ai aidé un paquet de monde à plus haut niveau. Des pays, des ministères de la Défense, etc. Donc, j'ai conseillé un paquet de monde. Ce qui est un gros défi, je vais te dire, quand tu conseilles un paquet de monde, c'est l'élément culturel. Quand je dis culturel, c'est pas juste, exemple, la culture, mettons, d'un pays en question, mais c'est aussi la culture militaire. Donc, c'est des cultures... Moi, j'aime pas délire avec des cultures... Tu sais, j'aime pas délire avec des généraux, exemple. J'aime pas délire avec des politiciens en général. Tout est compliqué, tout est lent. Puis souvent, l'obstacle est pas technique. L'obstacle, c'est pas de dire, OK, faudrait que tu utilises ta ressource, mettons, ton type de ressources de telle façon. Faudrait que tu structures ton entraînement de telle façon. Ça, c'est les aspects techniques, je les trouve plutôt faciles à régler. Ce qui est plus dur à gérer, c'est tout l'aspect politique de, OK, c'est qui a le vrai pouvoir dans la salle? Parce que des fois, c'est pas celui qui a le pouvoir sur papier. T'as tous les petits enjeux, les petites intrigues de palais, tous les jaloux. Il y a plein de monde qui sont jaloux d'un l'autre, puis l'autre, il veut se présenter en politique. Là, c'est vraiment de la politique. C'est de la politique, c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile. L'aspect technique, le genre de dire, écoute, ton système, tu dois l'utiliser de telle façon, ça, c'est facile. Je vais te donner un exemple concret technique. Tu étais dans l'artillerie. Ouais. Dans l'artillerie, le modèle OTAN, comment qu'on fonctionne, c'est qu'il y a vraiment une mentalité de... Tu sais, l'artillerie, les canons vont être un peu comme un élément de support pour ce qu'on appelle les unités de manœuvre, c'est-à-dire les unités qui sont au front. Fait que les unités au front rencontrent la résistance. Donc, on va appeler de l'artillerie, puis on va, tu sais, dans le fond... détruire la pollution ou l'empêcher de pouvoir nous nuire. Donc, c'est vraiment un modèle. Ce modèle-là est pas présent en Russie ou en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'artillerie comme une espèce de... Ils se voient comme un peu l'arène du champ de bataille. Donc, c'est nous qui causons le plus de pertes à l'ennemi. Donc, c'est nous qui devons décider des cibles. Donc, eux autres se voient comme... Non. Nous autres, on décide. Puis vous, nous supportez en nous donnant des cibles, mais nous, on décide de qui qu'on attaque. Ce qui amène une grande inefficacité, une grande lenteur au front. Parce que des fois, tu vas avoir plein de cibles, puis tu es incapable de les engager, ou tu les vois, là. OK? Ils sont là, tu peux te des coordonnées, tu as tout ce que tu veux. C'est incapable parce que tu n'as pas les procédures radio en place. Ou des fois, ils n'ont pas mis d'encryption en place, fait que tu te fais jammer par les brouilleurs russes, qui fait que il n'y a plus rien qui marche. Est-ce que c'est comme en Afghan qu'il fallait demander de l'autorisation pour engager de l'étal? Mais t'as pas souvent même le lien direct. Puis souvent, vu qu'il y a un manque de procédure, souvent, ce qu'ils vont faire, les Ukrainiens, c'est qu'ils vont comme court-circuiter le processus officiel, qui est souvent plutôt absent même, qui est souvent même pas très clairement établi. Puis qui souvent, ça peut être sur ton téléphone, ça donne que t'as du réseau cellulaire, puis t'envoies un message... sur WhatsApp ou Signal ou whatever, puis hey, peux-tu envoyer ça? Puis il n'y a pas de procédure établie, fait que ça peut être complètement... Tu veux dire pour engager? Oui, tu vas donner des coordonnées. Moi, j'ai vu des situations où on envoyait des coordonnées avec un cellulaire sur WhatsApp. Là. Hey, peux-tu nous sauver? On est dans la merde, puis là, la poussière tombe parce qu'on se fait bombarder. Là. Pourrais-tu, s'il te plaît, comme vous aider? Pas quelque chose, là? Là, c'est sur WhatsApp, il n'y a pas de procédure. C'est les forces aériennes qui rentrent? C'est l'artillerie? Ça peut être les forces aériennes, ça peut être l'artillerie, ça peut être que tu connais le commandant de l'artillerie, il est pas loin, tu le connais comme... Mettons, on se connaît, moi puis toi, excuse-moi. On se connaît, moi puis toi, puis ça donne que tu m'aimes la face, puis que si je t'appelle, tu vas m'aider. Ben voyons donc. Ça peut être aussi bête que si tu m'aimes pas, tu vas pas m'aider. Il y a des chicanes entre les commandants. Des fois que l'autre veut pas aider l'autre il pense que c'est pas la bonne idée,
puis il y a eu des frictions, il y a eu des ça, il y a eu des ci, l'autre, il pense. Il y a plein d'affaires comme ça. Puis souvent, moi, ce que je leur disais à un paquet de monde que je conseillais, c'est par exemple, établissez des procédures claires. Parce que des fois, ça va vraiment faire la différence. Tu sais, si un commandant de brigade a en dessous de lui, mettons, des commandants d'artillerie, des commandants d'infanterie, etc., puis tu donnes pas ce qu'on appelle des directives, ok, des mesures de contrôle sur, OK, toi, tu es en support de lui. C'est-à-dire que lui, l'autre commandant qui est le même grade que toi, te demande de le supporter, tu dois le faire. C'est pas genre si ça te tente, là. Ouais, tu le fais. Ouais. OK? Mais si tu n'as pas ça en place, ça va être un paquet de négociations politiques basées sur des liens personnels plus ou moins clairs. Puis juste ça, ça fait une grosse différence sur le champ de bataille. Parce qu'il y a plein de situations, moi j'ai vu des convois de véhicules ennemis, puis j'étais là, hey, bordel, tu me donnes une radio et des procédures, même pas rien de plus. Ça. Radio, donne-moi une chaise, je m'assis, je cache mon gun, j'ai même pas besoin de mon gun. Je m'assis, je me cache. Je sors un cocktail, puis je fais juste démolir des véhicules à longueur de journée. Je les voyais, ils étaient là-bas, ils étaient partout. Puis des fois, il y avait un embouteillage de véhicules. Il y avait des dizaines de véhicules. Puis quand est-ce que la Russie, ils ont les mêmes genres de procédures? Ouais, c'est très archaïque, très lent. C'est un système soviétique, tu sais, c'est des ex-pays de l'Union soviétique, tu sais, fait que sont beaucoup dans la masse. Tu sais, on doit empiler beaucoup de ressources. Donc, si on veut gagner sur un champ une guerre, comment les Russes voient ça, et les Ukrainiens en grande partie aussi, c'est il faut plus de tanks, plus d'avions, plus d'obus, plus de soldats, plus de tout. Mais ils n'ont pas parlé plus de tactique. Mais ils sont pas très dans il faudrait utiliser les ressources mieux. Un exemple très concret, les véhicules blindés russes, les tanks, là, mettons T-72, ont leurs munitions en dessous de l'équipage dans la tourelle. Ça fait en sorte que dès qu'il y a une explosion, ça éclate, la tourelle revole, puis le monde, il brûle. Okay? Puis des fois, ils mettent un grillage pour se protéger, exemple des drones, etc. Drones, Ça arrive souvent que le grillage les empêche de sortir, puis ils brûlent. Okay? Puis ils appellent ça un barbecue. Ça, tu l'as vécu, tu l'as vu, là. J'ai pas vu personne se faire brûler directement. Souvent, c'est loin. Là. Okay? Quand tu vois des choses, j'ai vu des tanks se faire blower, mais tu sais, c'est pas proche, c'est pas genre à 20 mètres. Là. Ça va être genre à 500 mètres, par exemple. Fait que tu vas voir l'explosion, mais tu verras pas les détails de l'explosion nécessairement. Sauf si tu vas sur place après, là, tu vas voir tous les cadavres. Puis des cadavres dans une guerre comme ça, c'est vraiment pas beau à voir. Là. Ils sont... ça ressemble à un gars chaud avec les yeux tout partout, puis la face à moitié défaite, puis il est tout croche. Là. C'est pas comme dans les films. Là. C'est vraiment pas très... C'est pas beau. Mais bon, tout ça pour dire que... Je me souviens, le premier cadavre que j'avais vu, c'était en Afghanistan, puis c'était un peu comme ça. Là. Moi, c'est ça. Lui, il avait explosé, fait qu'il était rendu dans le body bag, mais c'était comme une boule. Non, c'est ça. C'est là que tu vois que c'est vraiment... la guerre est vraiment dégueulasse. Là. Puis si je peux continuer mon exemple pour montrer un peu les différences de mentalité, tu sais, les tanks, ils vont avoir leurs munitions en dessous dans les tanks des T-72, ce qui va faire en sorte que l'équipage va souvent mourir s'il y a le moindrement une explosion. Tandis que les tanks en Occident ont souvent un compartiment isolé en arrière. Donc, il y a beaucoup plus de chances de survie parce qu'en Occident, on considère qu'un équipage bien entraîné, c'est une ressource importante à protéger. 100%. Parce qu'après ça, tu peux changer de véhicule, tu peux réparer le véhicule, etc. Les Russes voient ça comme non. C'est le tank qui est important. C'est spécial, hein? C'est pas grave si l'équipage meurt. Même que j'ai eu des chicanes avec des commandants ukrainiens qui ont un peu cette mentalité-là. Parce qu'ils me disaient pourquoi que tu vas pas chercher l'équipement qui est là-bas. J'ai dit, c'est parce qu'ils ont l'observation dessus, ils vont bombarder, etc. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu veux sacrifier comme du monde juste pour avoir une arme sans attendre 2 heures. Puis là, il me regardait, il était comme enrageux. Moi, j'avais un truc quand un commandant m'avait des bonnes idées comme ça. J'ai dit, parfait, on va y aller ensemble. Là, souvent, l'idée tombait assez vite. C'est ça. Souvent, ça lui tentait moins de montrer que c'était une bonne idée avec sa propre vie. Mais bon, c'était un petit truc, un petit joker que j'avais tout le temps. Là, mais il y avait des frictions. Mais avec les Ukrainiens, c'est un peuple qui se chicane entre eux autres souvent. C'est moins personnel. T'sais, au Québec, quand on chicane, c'est très personnel. Là, souvent, on est vraiment fâché quand on se chicane. Tandis que dans ces peuples-là, c'est comme vu comme quelque chose de plus normal d'avoir une friction avec quelqu'un. Fait que l'exemple que je donne, c'est pas la fin du monde. Ça, ici, je les ai vus s'engueuler entre eux autres. Là. Fait que c'était assez courant. Là. Les Ukrainiens me disaient non, écoute-les pas, là, c'est un cave. Tu comprends aussi ce qu'ils disent, là. T'es rendu que tu comprends. Non, je parlais pas, mais ils me parlaient, mettons, en anglais, là. Mais je parlais pas beaucoup la langue. D'ailleurs, un des problèmes en rentrant en Ukraine, surtout la première fois, c'est que je connaissais rien de la langue.
Ouais. Je connaissais un peu le russe, Privet, Tak, Dub, enfin, ou en russe, là, mais je connaissais rien. On s'est garoché dans le vide puis sans connaître rien. Là. J'avais pas le temps. Là. Et puis là, à un moment donné, je me rappelle que je me suis fait. Il y avait eu quand on rentrait, il y a eu l'équipe SWAT, une équipe SWAT qui nous a comme repérés. Là. Puis on s'est fait je me suis fait étamper dans le mur. Puis là, il me parlait en russe. Puis là, j'ai compris. Eux autres, ne savaient pas t'étais qui, là. Non, mais là, il me voyait avec ma barbe, il pensait que j'étais un gars de la Tchétchénie. OK? Puis j'ai dit non, je suis du Canada. J'ai pas une face canadienne. C'est ce que le monde a comme l'idée d'un Canadien. Ouais. Puis mais bon, tu avais des problèmes de communication constamment. J'étais pas capable de désigner des cibles à mes collègues, souvent ukrainiens. En fait, sous le feu ennemi, à un moment donné, il y avait des balles qui claquaient puis les tanks tiraient. Puis je me rappelais pas la différence entre ici et là-bas en ukrainien. Toda, soda. OK? Tuda, suda. OK? Tuda, c'est ici? En fait, je me mélange encore. Je sais pas pourquoi mon cerveau est pas capable de catcher ces deux mots-là. Tuda, c'est là-bas. Suda, c'est ici. OK? Fait que Tuda, suda. Puis là, je me rappelle encore, j'ai l'image. T'entends étirer le claquement. Puis là, je suis là, Tuda, suda. Il me dit Soda, Tuda. Puis après, il fait Tuda. Fait là, all right. Okay, on s'en va, on sac notre camp. Mais tu sais, il y a plein de problèmes dans le même. Tu sais, t'as pas, tu connais pas les mots. Puis souvent ils mélangent le russe et l'ukrainien. Fait que là, moi j'avais un dictionnaire ukrainien. Puis là, les mots fitaient pas, puis je comprenais pas pourquoi. Dans mon livre d'ailleurs que j'achève sur l'Ukraine, j'en parle. Ton deuxième livre, je pense. Ouais, deuxième livre. Puis après ça, je vais faire celui contre l'État islamique. Là, fait que Afghanistan, Ukraine. Puis après ça, contre l'État islamique. Mais bon, il y avait des problèmes de langage tout le temps. Puis un des problèmes, c'est qu'ils mélangent le russe et l'ukrainien. Là, de plus en plus, ils vont enlever la partie russe par patriotisme. Mais souvent, ils savent très, très, très bien parler anglais. Donc, pas l'anglais, mais le russe. Donc, il y avait des Ukrainiens qui me disaient, apprends le russe, comme ça, tout le monde va comprendre pareil. Puis ils vont savoir que tu es un étranger, fait que ça leur dérangera pas. Mais il y en avait d'autres qui disaient, non, apprends l'ukrainien parce que c'est la langue. Mais des fois, les mots qu'ils vont utiliser, c'est un peu comme nos anglicismes. C'est comme si l'anglicisme était le mot qu'on utilisait. Tu mettons podcast. C'est quoi l'équivalent en français, je sais pas. Mais balado, hein. Un balado, ben c'est ça. C'est comme si tu pourrais pas dire podcast, c'est comme le russe. Ça n'a pas le même fait que là, le monde disait non, c'est un balado. Ouais, c'est ça. Tu dis podcast, c'est comme la version de l'ennemi. Tu sais, le mot est ennemi. Mais fait que t'avais plein de frictions de même. T'as souvent des nuances aussi, comme exemple une maison. En ukrainien, tu dis dim. En russe, tu dis dom. Puis souvent, tu vas savoir c'est une carte. Avec des nuances comme ça, il y a des petits détails qui se révèlent. Exemple, quand tu vas voir un nom de ville comme Lviv ou Kharkiv, c'est la version ukrainienne du mot russe. En russe, ça serait Kharkov et Lvov. OK? Fait que t'as plein de nuances comme ça que tu peux comprendre quand tu comprends toutes ces petites nuances-là. Dim, Dom, Lviv, Lvov, Kharkov. Fait que t'as plein de au champ de bataille aussi, t'as plein de nuances comme ça. Spasiba, c'est en russe, OK? C'est Djakuyo, c'est en ukrainien, merci. Fait que t'as plein de petites nuances comme ça mais au début, je les connaissais pas. Donc, j'étais comme dans le vide, je parlais pas la langue, c'était assez compliqué. On va en parler dans quelques minutes de quand t'es arrivé là-bas, le pourquoi du comment, puis on n'a pas parlé parce qu'on a embarqué tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est quoi ta spécialisation puis tout. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va rentrer dans notre segment avec notre sommelier. Donc, il nous présente une bouteille de vin. Donc, si ça te dérange pas, on va l'accueillir, monsieur David Léon. Salut. Bonjour. Salut, enchanté. Allô, ça va, Oli? Oui, ça Merci pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous cache un petit peu la bouteille pour vous faire une petite surprise. On va faire une petite dégustation à l'aveugle, qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va déjà sentir, voir un petit peu les arômes qu'on ressent olfactifs. Et ensuite, on passera en bouche, voir si... Ça fait changement de front. Ouais, c'est plus délicat, on va dire... On est tous. Moi, j'ai été 6 ans aussi dans les forces, mais j'étais dans le nucléaire à Istres, en France. Dans le nucléaire. Ouais. Dans le fond, les dans le commandement opérationnel, j'ai jamais été déployé, mais j'ai quand même eu quelques responsabilités assez importantes dans ma jeunesse. Donc, je sais un petit peu de quoi vous parlez, et puis ça vient me chercher. J'ai beaucoup d'amis aussi qui étaient. Moi, je connais pas ça le vin, je vous le dis tout de suite. Fait que je suis pas capable de dire si regarde, c'est bon, parfait. ou pas bon. Mais de plus en plus, je suis capable de le dire. C'est l'objectif du segment. Si tu connais pas ça, c'est de te faire découvrir quelque chose. C'est toujours un rapport qualité-prix très abordable pour les clients qui nous regardent. Et puis, c'est toujours à la SAQ. Comme ça, au moins, on peut le retrouver. Alors, là, la première des choses, moi, ce que j'aime faire, aussi. idéalement, on l'oxygène. Parce que c'est
les vins de la SAQ, là, c'est pas des vins de très, très grande qualité. Donc, plus on va l'oxygéner, plus l'alcool, ce qui est agressif, va ressortir pour garder les arômes. Donc, j'aime ça, l'oxygéner assez rapidement. Je vais essayer de faire ça. Ouais, c'est bon. Ça, et puis, déjà là. Ah oui? On a un fruit très, très vif. Moi, On a un fruit vif. C'est niaiseux parce que le raisin, là, mais je sens vraiment le raisin. Mais en fait, tu sais, c'est assez rare de tomber là-dessus. Là, souvent, je te dis framboise, mûre, tout ça, mais on a vraiment le côté pépin, en fait. C'est le côté. Ça peut être poire aussi, ça peut être pomme, et puis raisin. Tu l'as vraiment en première. Il a un soupçon de cendre, non? De cendre. Tu inventes n'importe quoi. Tu l'as bien dit. Cendré, ouais. Non, c'est bon. Oui, c'est vrai. Mais on me dit qu'il ne faut pas trop développer ce goût-là parce que c'est un goût qui coûte. C'est cendré. C'est vrai en plus. Ouais, tu vois, regarde. Non, mais sur quelque chose de très péjoratif, ça serait les vieilles cigarettes écrasées là quand tu sens la cendre, tu sais, vieille de lendemain de veille là, tu vas sortir. Et ben, tu l'as à un tout petit degré, mais tu l'as vraiment. Donc félicitations. Ouais, tu l'as. On va passer en bouche. Mais il est pas mauvais. Très bon. Mais ça se développe. Je commence à le développer un petit peu plus. Là. Ouais. J'imagine avec l'âge. Je me rappelle quand j'étais plus jeune. T'as quel âge? C'était 43. T'as 43? 43. OK, félicitations, tu parais 10 ans de moins. C'est bon. C'est bon. On a le même âge, exactement. Ouais. Mais donc, ce vin-là, ça se développe. Donc, ce vin-là, pour parler du vin, donc c'est un vin qui est jeune. C'est pour ça qu'il y avait une certaine vivacité au début. Puis c'est un Faugère. Donc Faugère, c'est du sud-ouest de la France. C'est un de mes vins préférés. Donc c'est pour ça que je l'avais amené. Un vin sans tarif. C'est $25 à peu près, ce vin-là. Je vous laisse là pour déguster pendant le podcast. Merci. Fait qu'on peut se servir. Ouais, c'est exactement fait pour ça. Regarde, je vais même te resservir. C'est pour ça que les politiciens, ils viennent jamais dans des podcasts, hein. Je sais pas, le vin? Mais c'est parce que c'est tellement les pires entrevues pour te planter. Parce que t'es trop à l'aise. Ah oui. C'est très dangereux, hein, ces entrevues. Okay, parce que tu te sens bien, alors. C'est que oui, c'est ça. Non, mais c'est parfait pour dire une petite phrase de trop qu'ils vont repogner dans 10 ans. Okay, mais c'est pas juste les politiciens, tu vas te faire planter après ça. Puis, ça pourrait être toi aussi, ça pourrait être... On a eu un acteur récemment, puis il voulait pas sortir l'épisode parce que, justement, il était trop à l'aise. Puis c'est ça, non, c'est les entrevues les plus dangereuses parce que, justement, tu te checkes pas trop, surtout après que l'entrevue soit... Pas l'entrevue, mais le balado. Le balado, ça a commencé. Fait que tu peux dire la petite phrase de trop. C'est arrivé d'ailleurs quand j'étais allé en Ukraine... qu'il y avait des petits extraits de d'autres podcasts qu'on essayait de mettre comme quoi que ben tiens, un exemple, un qui a sorti ça dans la presse qui avait dit c'est quoi j'avais dit donc j'avais dit quelque chose comme à WhatsApp podcast que j'avais dit en français que dans le fond on se sentait plus proche des Ukrainiens parce que c'est comme guerre que l'Afghanistan. Fait que là, et voilà, je suis un raciste. Ça part vite. C'est complètement ridicule, là, tu sais, je veux dire, on comprend, là, tu sais, j'adore, d'ailleurs, il y a j'ai beaucoup de preuves comme quoi que j'adore beaucoup de peuples. Mais tu vois, j'ai un petit extrait qui est pris. Pouf, c'est parti. Tu vois, tu protèges, tu veux aider des Ukrainiens parce que c'est des blancs. Non, c'est ça. Fait que c'est très dangereux, ces balados-là. Mais on va faire j'aime ça. Cheers à ta venue pour toi. Merci de l'invitation. Bonne continuation. Merci, mon ami. Merci. Un bon podcast, les amis. On se revoit tantôt pour le dernier segment. Moi, je vais déguster ça. Yes. Ciao. Bon. À cette heure qu'on est à l'aise. Moi, je peux dire des niaiseries. Fait que, pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, je pense que tout le monde a déjà entendu ton histoire. Un sniper. T'as fait combien de temps dans les forces? 12 ans. 12 ans, quand même, hein? T'es sorti, pourquoi t'es sorti des... Je suis sorti parce que je sentais que c'était le temps de sortir. C'était la fin de l'Afghanistan. Déjà, on commençait, l'Afghanistan, c'était plus sur un repli, Kaboul, etc. Ouais. Moi, j'étais un gars de terrain, j'étais un gars d'action. J'ai vraiment fait un bon choix à sortir. C'était vraiment, il n'y a pas eu rien d'intéressant depuis. Non, c'est ça. Donc, puis après ça, il y a eu l'État islamique. Donc, à une époque où c'était vraiment le sujet du jour, là. Maintenant, c'est plus l'Ukraine. L'État islamique, t'es allé en tant que sniper là-bas aussi? Non, mais tu sais, non, parce que le problème d'un sniper, c'est que tu dois avoir l'équipement. Ouais. Donc, le problème, c'est que j'ai l'expérience, j'ai les qualifications, j'ai un paquet de choses, mais souvent, j'ai pas l'équipement. Tu sais, puis face à l'État islamique, un des problèmes, c'est que je manquais vraiment beaucoup d'équipement, au point qu'à un moment donné, j'ai même eu une arme de la Deuxième Guerre mondiale. Mais non. Oui, une Mauser 98K, OK? J'ai même des photos, tout. Pas longtemps. À un moment donné, j'ai eu une AK-47 pas zéroté.
qui attirait tout croche. Il a fallu que je tire sur un tas de terre puis regarder, OK, c'est à peu près à 4 pieds à telle distance. Parce que j'ai pas le temps. C'est comme, OK, go, c'est ton gun, embarque dans le truck. C'était quoi comme guerre avec l'État islamique? C'est quoi ton travail là-bas? Dans le fond, j'étais opérateur. Oui. J'étais opérateur, dans le fond, fait que soldat de première ligne. J'étais aussi un peu comme le shadow d'un général, ce qui est l'équivalent d'un général de division là-bas, d'un assez gros secteur, d'un assez gros front, qui est encore un peu comme un ami, puis quasiment... je fais partie de leur famille, là. Okay? Wow. Puis d'ailleurs, au Moyen-Orient, au Kurdistan, c'est une société quand même conservatrice musulmane. C'est une société où quand ils t'invitent dans leur famille puis t'es au point de voir leurs filles, là, t'es comme si c'était comme on jase ici, là, puis t'es dans la même salle, etc. C'est vraiment considéré comme quelque chose d'extrêmement respectueux. Au point que quand les Russes m'avaient déclaré mort en Ukraine, d'ailleurs, ils l'avaient officiellement annoncé, mes amis kurdes m'ont dit, écoute, on a fait des sacrifices pour toi, des bêtes, là. Donc, ils ont fait une espèce de sacrifice pour essayer pour prier pour ma survie. Mais attends un peu, comment ça, la Russie avait dit que t'étais mort? Parce que là, pour eux autres, t'es une menace, là, t'es une grosse menace. Là, quand je suis rentré en Ukraine, j'ai fait le même move que j'ai fait contre l'État islamique. Fait que j'ai médiatisé ça, parce que je savais qu'il y a plein de monde qui était hésitant d'y aller, comme volontaire. Ouais. Mais s'ils voyaient quelqu'un le faire, puis qui semblait confiant, puis qui montrait que tu te fais pas juste arrêter, capturer, puis jeter dans une fosse, puis donner aux Russes, il y avait du monde qui allait venir. Puis effectivement, c'était mon plan, ça a bien fonctionné, trop bien, au point que ça a pris une ampleur démesurée. En quelques jours, là, c'était rendu sur TikTok, j'avais du monde, j'ai de la famille en Amérique du Sud, puis c'est un peu pour ça mon teint basané d'ailleurs. J'avais ma jeune sœur qui est aucunement pluguée à cette réalité-là. Ouais. Qui m'envoyait des images, elle a dit, t'es partout sur TikTok. J'avais du monde au Mexique, j'avais du monde partout qui me disait, écoute, mon fils, vous te voit partout. Puis là, je t'ai vu, puis là, je fais comme, qu'est-ce qu'il fait là? Fait que c'est partout, dans les médias sociaux, ça avait pas de bon sens, il y avait toutes sortes de faussetés exagérées à mon sujet. Pendant ce temps-là, moi, j'essayais juste d'avoir une arme. J'avais même pas d'arme. Selon certaines publications sur TikTok, je tuais 40 Russes par jour. C'était complètement... Mais t'as quand même été reconnu, ou tu l'as encore, comme un des meilleurs snipers au monde, ou c'est quoi un bon sniper aussi? Est-ce que c'est le nombre de kills que tu fais? Parce que si j'avais tué tout le monde que j'étais en droit de tuer, j'aurais tué des centaines de personnes sûrement, peut-être 150, parce que souvent, moi, je suis quelqu'un qui tire peut-être pas assez. Il y a beaucoup... Ça, c'est une autre surprise, en passant, pour les vétérans d'Afghanistan. Quand je suis arrivé en Ukraine, moi, je pensais, OK, c'est une guerre conventionnelle, classique, comme Deuxième Guerre mondiale. Machine contre machine, tank contre tank, uniforme contre uniforme. Ouais. Donc, il n'y a pas... C'est clair, là, c'est tout le monde qui bouge, ta base qui bouge en avant de toi, right? Ouais. La grande surprise que j'ai eue, c'est le nombre élevé de réfugiés qu'il y avait dans le champ de bataille. OK? Ben, élevé. Pas comme si tout le monde était encore là, mais il y en a assez que tu peux plus tirer n'importe quoi. Tu peux, mais tu vas tuer des innocents. Puis ça m'est arrivé souvent que j'ai retenu mon tir, ben j'ai fait OK, je suis pas certain. D'autres que je connais se gâtent. Fait que c'est n'importe quoi qui bouge, quelqu'un qui est sur le bord d'un mur, puis tu vois juste une partie, puis c'est une zone que peut-être qu'il y aurait un réfugié. On tire. Pouf, ça tombe à terre. Shit. Moi, je suis pas de même, mais il y en a qui disent peut-être que je devrais être un peu plus généreux dans mon approche. Ouais. Moi, j'aime pas ça tirer pour rien. Fait qu'est-ce que je suis un moins bon tireur d'élite que un autre qui en a tiré comme 50? Mais je pense que tu es reconnu parce que tu apportes de l'aide justement sur le combat, point de vue tactique, tu es un bon tireur. Mais j'ai une question à poser par contre sur si tu veux savoir c'est qui le meilleur tireur d'élite dans une équipe, OK, ou dans un groupe. Pose-toi cette question-là. Tu t'en vas faire une patrouille de combat extrêmement dangereuse. Il y a des grosses chances que tu reviennes pas vivant. Ouais. Mais tu peux choisir qui, dans les snipers, va couvrir ton approche. Puis il va être caché en arrière de toi, pas trop loin. Puis tu peux choisir qui, dans, mettons, 100 tireurs d'élite, tu peux choisir. Mm-hmm. Est-ce que tu as mieux quelqu'un qui va tirer n'importe quoi, n'importe où, très rapidement, mais qui va pouvoir dire que tu irais beaucoup de monde? Ou tu as mieux quelqu'un qui a un petit peu plus de retenue, mais en même temps, il y a pas une retenue au point qui va tirer jamais puis qui va être comme terrorisé, etc. Tu te poses cette question-là, puis probablement qu'il y aurait des réponses assez intéressantes. Oui, 100%. Ouais. Si on recule un peu, pourquoi est-ce que tu t'es joint au mouvement de l'État islamique puis l'Ukraine? Contre l'État islamique. Contre l'État islamique, excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, OK, je lâche mon confort d'ici au Québec
pour aller là-bas? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent, puis c'est une question que je trouve tellement évidente que je la trouve un peu déstabilisante parce que c'est comme si tu demandais à un médecin, hey, pourquoi, comme médecin, t'as soigné quelqu'un qui a fait une crise cardiaque dans la rue? C'est comme, c'est parce que je suis un médecin, je suis en mesure d'aider, il y a quelqu'un qui est en besoin et je l'aide. Je comprends. Mais on est à une époque, étrangement, où c'est pas nécessairement évident. Cette réponse-là n'est pas nécessairement évidente. Ça me surprend, mais en même temps, ça me déçoit un peu parce que le fait qu'on doive se poser cette question-là me dit peut-être c'est pour ça que justement la guerre traîne en Ukraine. C'est parce qu'on n'est pas convaincu tant que ça que c'est nécessaire. Puis quand quelqu'un y va, on est même surpris que quelqu'un fasse ça. On est comme, là, c'est loin, c'est pas ta guerre, etc. Puis, parce que la guerre en Ukraine pourrait être gagnée très rapidement. L'économie de la Russie est quand même faible. C'est l'économie même pas de l'Italie, là, en termes de produit intérieur brut, OK? Puis là, ils ont, avec les sanctions, etc., leurs capacités sont extrêmement amoindries. Puis pourtant, depuis des années, on laisse quand même ça relativement traîner, alors qu'on a là, une capacité vraiment de pouvoir en finir très rapidement, là. Mais on le fait pas, parce que c'est une question de volonté, une autre de capacité. Puis justement, quand on me pose la question pourquoi que tu as été le faire, là, peut-être c'est révélateur justement de cette non-volonté collective-là. Parce qu'on voit pas ça comme quelque chose d'évident dans lequel on doit prendre part. Mais bon. Wow. Une autre question? Wow, incroyable. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. Oui, d'autres questions, mais là, si on recule puis on va parler de la compagnie d'informatique avant, parce que là, on apprend à se connaître, puis on va sauter de temps, puis on va aller parler d'intelligence artificielle. Comment, on a parlé un petit peu tantôt, comment est-ce que tu l'as vécu quand tu es arrivé en Ukraine pour la première fois? Là, il fallait que tu trouves un arme? Je pensais pas survivre. Ouais. C'est une époque, faut se rappeler un peu, là. Tout le monde pensait que ça serait fini très rapidement. On recule à combien de temps, là? Là, on est 2022. Aux nouvelles, il y a des rumeurs de guerre. Puis là, paf, un bon matin, les bombes tombent partout, le bombardement. Il y a des centaines et des centaines, sinon des milliers de véhicules blindés de toutes sortes d'avions, de missiles qui rentrent partout en Ukraine. L'Ukraine n'est pas prête. L'Ukraine est une armée mal équipée, encore en formation, etc. Puis là, l'OTAN sort de tout ça. Moi, quand j'ai atterri en Pologne pour aller à la frontière, c'est pas vrai que l'OTAN était derrière l'Ukraine, là. Okay. J'avais du monde qui des informateurs à l'interne aussi dans l'armée, qui dans plusieurs forces armées, qui me disaient on plie bagage, là. On voyait littéralement les avions cargo s'en aller en direction opposée. C'est comme là, toi tu t'en vas te foncer là-dedans. Puis la Russie est la deuxième armée au monde, là. Ouais. C'est fini, là. L'Ukraine va tomber. Puis là, le monde me dit, les Ukrainiens, c'est des Russes, là. Fait que, ils vont te capturer, puis t'es fait, là. OK? Puis en plus que tu médiatises ton affaire, c'est fini, là. Tu vas te faire exécuter ou en prison à vie en Russie, c'est terminé pour toi, là. C'est dans ce contexte-là que je suis rentré. Puis en plus de ça, je savais le danger. Tu sais, tu fais face à une armée moderne, donc une armée avec des viseurs thermales, des missiles guidés, des bombes thermobariques. Qui est complètement différent que l'Afghanistan. Avec des soldats professionnels, c'est ça. Fait qu'ils sont full équipés, puis toi, t'as pas d'équipement. T'as rien de ça. Puis ton armée qui t'entoure, tu parles même pas leur langue. Puis tu sais même pas quand ça va s'effondrer, tout ça. Puis là, tu vois les flèches sur la carte, parce que je suivais ça avec mon cellulaire, mettons, à l'aéroport. Moi, je me rappelle encore, j'étais à l'aéroport. Puis là, t'es devant la gate, là. C'est live, là. Tu t'en vas, là. Ah oui, ouais. Puis là, j'étais comme... Là, tu vois les flèches et les cartes d'analyse des situations. Puis là, tu fais comme... Je me rappelle, ma main là, a commencé à shaker. Puis des fois, j'en parle dans des conférences, là, puis j'en shake tellement que je me rappelle de ces situations-là, puis d'autres situations. Puis j'étais comme, c'est pas je vais mourir, là, c'est sûr et certain. Là. T'avais peur, là? Oui, t'as peur, mais je suis pas capable de m'empêcher d'y aller, parce que c'est un devoir trop important. Ouais. Mais je shakais de même. Là, tu vois les flèches, là, comme si tu analysais une carte de la Deuxième Guerre mondiale, puis tu vois les tanks nazis aller partout. Puis quand tu vois live que c'est en train de se passer, puis tu sais pas comment que ça va finir, c'est complètement différent que faire une analyse historique d'une bataille. C'est tellement différent. Les gens peuvent pas s'imaginer comment que ces flèches-là sont extrêmement terrorisantes. Puis là, tu te garoches là-dedans. Là. Tu vois les flèches qui encerclent les villes. Là. On se rappelle. Puis là, toi, là, il reste juste une petite affaire pour rentrer. Puis là, tu t'en vas entre les flèches. Wow. OK? Puis c'est des flèches gigantesques. Puis on parle de convois à perte de vue. Le principal problème des Russes, c'était qu'il y avait tellement d'équipements qu'il y avait des embouteillages. Quand tu combats un ennemi, qu'il y a tellement de ressources qu'il est même plus capable de les acheminer parce que les routes sont trop petites pour ses armées, tu te dis, je vais me faire démolir. Là.
C'est un miracle que je sois pas blessé, comment que je sois pas mort. Qui allait voir et où aller tes Ça, c'est une autre affaire. La rapidité d'exécution était plus importante que la perfection d'exécution. Donc, il fallait se garrocher. J'avais en vue, moi, j'avais l'exemple historique de la bataille de France en 1940 entre l'Allemagne nazie et la France et les Alliés, les Britanniques, le Commonwealth, etc. Les Américains étaient pas à l'époque impliqués. Puis moi, ça s'est fini en 6 semaines. La bataille de France a pris 6 semaines. Début de la bataille, capitulation environ. Mais la grosse partie décisive s'est passée en 3 semaines. Bataille de Dunkerque, etc. Encerclement des Ardennes. Moi, j'étais là. Moi, ce que je me suis dit, c'est tellement rapide, une guerre comme ça, que c'est une question de rapidité et non de perfection. Donc, pas question d'aller à l'ambassade, faire des démarches administratives. Tu rentres là, on fonce, esprit. On ramasse le plus de monde possible. Ceux qui sont pas capables d'être là à temps, fuck it. On va te contacter après. Fait qu'on avait plein de groupes, des envolés, là. On avait des cohortes là, qui attendaient en ligne, puis il y avait plein de monde qui hésitait aussi. Parce que là, c'était terrorisant. Là. Le monde était là, je vais mourir là. Fait que là, t'avais des gars là, avec des backgrounds militaires de fous. Là. Puis là, ils étaient là, ils se sont organisés en groupe. Puis là, des fois, il n'y en avait pas un qui venait. Là. Ils choquaient toute la gang, OK? Parce qu'ils avaient peur. Puis je les comprends. C'est terrible. Là. Fait que là, t'es informé, OK, là, faut que t'ailles là, on a tel contact, on a une safe house là, on a ça, en même temps qu'on avançait. Puis là, t'avais plein de groupes qui s'en venaient. Ça, c'est les groupes qu'on contactait, qui contactaient d'autres mondes, mais on n'avait pas le temps de les gérer tout individuellement parce que ça serait trop long. Tu rentres là-dedans, fait que là, il fallait vraiment se dépêcher. C'était ça qui était l'enjeu. Pas de démarche administrative, rien de ça, d'aller à l'ambassade, d'un base. On fonce dans le tas, puis on s'arrange avec les moyens du bord. My God. That's it. Puis à un moment donné, j'ai été sur une base Yaroviv qui est proche de la frontière polonaise, où qui avait supposément plein d'armements. Puis là, on était voir le commandant. Puis on avait un petit bureau, là, plus haut, très propre. Là. Il y avait des beaux petits cadres en arrière du commandant. Je pense que c'est l'adjoint, commandant adjoint. Je suis pas sûr si c'est le commandant de la base ou le commandant adjoint. Je m'en vais là, je vois les miliciens mal équipés avec des manteaux tout croche, des armes très vieilles en avant de la bâtisse. T'es là, ça a vraiment pas de l'air d'une armée qui va gagner. Ouais. Puis ils ont de l'air vraiment démoralisés, puis que genre ils s'en vont à l'abattoir. Là. Ouais. Moi, genre, je rentre avec mes petites lunettes là-dedans. J'avais de l'air d'une espèce d'agent de la CIA qui vient checker ce qui se passe. Puis je pense qu'il y en a un qui m'ont spoté. Je vais te dire pourquoi après. Je m'en vais dans le bureau, OK? Là, lui, il nous sert du petit café, des petites affaires. Mon collègue québécois, qui maintenant est décédé au front, lui, il tasse le café. Il dit, j'en veux pas de ton café, on veut des guns. Moi, je suis un peu plus diplomate, fait que je vais prendre 2 sucres. C'est important, les bonnes relations. Ouais. Fait que là, on parle. Puis là, finalement, je peux pas vous aider parce que le président Zelensky a dit venez-vous-en, mais il n'y a pas de directive. Fait que je sais pas quoi vous faire. Tu sais, pense à ça, là, OK? T'as une urgence ici au Canada, puis là, le premier ministre qui dit tous les médecins, venez nous aider. Puis là, t'as comme 300 médecins qui débarquent à Dorval, puis qui demandent, je suis là. Ouais. Tu fais quoi? T'es chef t'es en charge d'un département de l'hôpital, c'est quoi? Tu leur donnes, tu vérifies pas rien, tu leur donnes l'accès aux soins, les patients, les médicaments, la morphine, voilà. C'est quoi tu fais? Il n'y a pas de directive. Fait qu'il faut quand que tu fais un appel aux armes comme ça, il faut qu'il y ait une directive. Il n'y avait pas de directive. Fait que là, moi, je me présente là, puis il n'y a pas rien, eux autres. Fait que là, ils sont comme, je sais pas quoi faire avec vous autres. Voulez-vous rester sur la base? J'ai dit, non, on reste pas sur la base. Vous êtes une base visible, tout le monde sait, c'est comme Valcartier. Vous allez vous faire rentrer dedans. Là. C'est une guerre conventionnelle. Il y a des avions de chasse russes qui passent en haut. Là. C'est sûr qu'ils vont vous canner. Là. C'est ça qui est arrivé. Ah non, la guerre est loin. Ben oui, 2 jours après, bombardement, plein de morts. Okay? Dont du monde qui m'ont raconté après ça qui était sur place. Puis il y avait des espions sur place qui ont coupé des fils, etc. Ouais. Fait que si tu vois un peu les décisions qu'il fallait prendre au fur et à mesure, le monde pense que la partie dure, c'était juste tu rentres en Ukraine, pouf, t'es armé de 4 missiles sur tes épaules puis d'armes de partout, t'es au front puis tu tues des Russes. Non, c'est pas ça. La réalité, tout le cheminement de niaisage humain, logistique. Après que tu y aies dit ça, qu'est-ce qui est arrivé? Toi, je suis parti. Là, ils m'ont mis en contact avec d'autres mondes, mais là, c'était trop compliqué. On a fait fuck it. On prend notre Jeep. On loue un autre. Les Britanniques, on était avec des Britanniques qu'on a fait rentrer, des jeunes. On les rentre dans. Il y avait encore une ligne de train pour Kiev. Parce que les Russes pensaient que la guerre était finie super vite. Fait qu'ils bombardaient pas cette ligne-là. Ils pensaient, on va tout capturer, tout va être facile. Fait qu'il y avait encore une ligne de train que tu peux aller à Kiev. Puis nous, on a pogné le Jeep, puis on a foncé vers l'est. Pas de gun, fuck out. OK? Puis là, il y avait des convois partout, des avions de chasse qui nous passaient au-dessus de la tête. Puis là, c'est là que je commençais à être tellement médiatisé
que là, les Russes vraiment voulaient m'avoir ma peau, OK? Puis je me suis fait confirmer. Après ça, j'ai eu une rencontre à Kiev, OK, avec du monde là, que je peux pas nommer, qui m'ont dit ils ont vraiment essayé de t'avoir, là, tu le sais. Ça a dû passer proche quand même une couple de fois. Il y a des fois que peut-être tu le sauras pas aussi, OK? Mais je prenais plein de précautions, OK? Puis là, j'étais là, c'est bon, je vais vraiment me faire tuer ici. Parce que c'est comme là, c'est comme je suis juste comme soldat, je vais me faire tuer, mais juste j'ai tellement d'attention, ça a tellement bien marché mon plan de médiatisation que c'est certain que je vais me faire ramasser. Je veux dire, il y avait dans ma littéralement tête, un prix sur ta tête là. Oui, c'est ça. Puis dans ma tête, c'était comme je suis comme un chef Al-Qaïda face aux Américains qui veulent te canner. Ils ont tous ces moyens-là d'écoute électronique, de ciblage. Il y a des avions de chasse en haut de toi, là. Okay? S'ils savent le cellulaire, à un moment donné, on a mis une cartine dans le cellulaire. Moi, j'avais des burners qu'on appelle. Ouais. Puis on avait une volontaire ukrainienne qui s'adonnait, qui parlait anglais. Elle nous a dit, prenez pas cette compagnie-là. Ils ont des liens avec la Russie. Fait que la carte SIM que tu mets est importante parce que c'est au début de la guerre, les infrastructures fonctionnent normalement comme la même affaire. Il y a des antennes. Puis là, si tu commences à mettre une carte SIM, puis là, c'est une carte qui vient d'être activée. Ouais. Vient... Est-ce que tu prends encore des précautions ici au Québec? Oui, il y a des précautions. Ouais. Est-ce que tu Ce qui est un peu fatigant. à ton épaule? Oui, c'est ça. Il y a des précautions, il y a des affaires que je peux pas dire. Mais il y a ce qui est fatigant, c'est que tu peux pas décrocher. Parce que t'es tout le temps un peu en danger. C'est un peu fatigant. Okay? Ouais. Ce qui peut... il y a beaucoup de vétérans qui reviennent du combat puis sont post-traumatiques parce qu'ils voient du danger partout, mais il y en a pas. Il y aura pas une bombe de talibans en dessous de la calvette. Là, correct. Ouais. Mais pareil, ça les traumatise juste le fait de voir visuellement des choses semblables ou contextuellement. Le problème, c'est que moi, je peux pas dire ça. Fait que je suis obligé de vraiment faire attention. C'est fatigant. Fait que t'es tout le temps sur un état d'alerte. Fatigant. Je comprends, c'est vraiment surprenant, c'est les bruits. OK? Souvent, les bruits, tout ce qui est bruit non identifié, ton cerveau est tout de suite comme... T'es tout le temps en mode scan. Qu'est-ce que c'est l'origine de cette chose-là pas normale? Ouais. Puis c'est tout de suite, là, ton cerveau est super alerte. Tu peux être en train de dormir, puis là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que la sécurité a fonctionné, etc.? Puis là, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Fait que là, ton cerveau va tout de suite s'allumer, tu sais. Ça, ce qui est, comme je dis, fatigant un peu. Mais je suis capable de vivre avec. C'est juste... mais t'es aussi entraîné, tu sais, je veux dire, t'es bon dans ce que tu fais aussi, tu sais, je veux dire. Moi, je suis fait pour ça, pour vrai. Je suis fait bien là-dedans. Mais je suis pas sûr que tout le monde pourrait faire ça. C'est la différence entre souvent un volontaire puis un conscrit, d'ailleurs. C'est qu'un conscrit, tu le garoches là-dedans puis il est pas mentalement prêt. J'ai rencontré des gens, là... Quand on était sur le front à l'Est, on a eu un soldat qui s'est suicidé à cause qu'il y avait trop de pression. C'était un des endroits les plus déprimants que j'ai jamais été. C'est vraiment terrible. Là, okay? C'est le fun d'en parler, là, mais c'était absolument terrorisant et terrible. Comment ça? Ben c'est juste, on était poignés dans un sol d'école. On se faisait bombarder. C'était comme une scène de film, là, avec des rats, tu sais, comme t'entends l'obus, puis là, ça tombe les... Les autres, ils savaient que vous étiez là? Ou? À un moment donné, ils savaient qu'on était à peu près là, mais ils savaient pas précisément où. Mais en tout cas, bref, je veux pas trop aller dans les détails, mais on envoyait il y avait des outposts. Puis là, les outposts faisaient rentrer dedans, il y avait beaucoup de pertes, puis c'était pas beau à voir. Puis la pression est tellement forte, puis tu sens tellement que tu vas te faire squeezer, là, encercler. Puis là, tu regardes dehors, puis tu vois les arbres, tu vois les maisons, tu te dis où c'est que je cours si jamais il y a une percée. Puis là, la pression est tellement forte. Quand tu rentrais dans ce que j'appelle la salle d'attente de la mort, là, il y avait comme mis des bancs d'école en bas dans le sous-sol, dans le vide center. Il y avait comme dans le sous-sol, c'était un peu comme ici, mais dans un sous-sol puis vraiment moins beau. Là. C'était un vide sanitaire, mais assez haut. T'sais. Puis il y avait des écrans qu'on avait pognés, des salles de classe, etc. Ou de n'importe où, dans n'importe quelle maison en Ukraine. Puis là, les dronistes avaient installé ça sur les bureaux, puis ils scannaient autour. Puis là, tu avais les gars qui avaient mis des bancs d'école. Ça ressemblait comme une salle d'attente d'aéroport de terminal, mais vraiment comme improvisé. Puis là, les gars avec leur kit prête, puis ils étaient tellement nerveux, parce que tu sais que tu vas peut-être te faire envoyer bientôt, puis t'entends, là, t'entends les bombardements. Là, à chaque jour, on roule des sleeping bags de gars qui se font démolir, qui meurent ou blessés. Puis là, toi, ton taux s'en vient. Les gars étaient tous sur leur cellulaire avec Starlink, il y avait Starlink. Puis là, ils essaient de passer en un jeu ou en parlant à quelqu'un, puis ils étaient tous dans leur petite bulle. Puis là, ils étaient comme... Puis il y en a un qui s'est suicidé. Parce que c'est trop fort, là, comme stress. Dans ces moments-là, t'agissais comme un commandant un peu qui dirigeait... Un commandant genre informel. J'étais un peu en charge des volontaires étrangers qu'il y avait là, mais pas formellement. Un exemple de situation qui est arrivé, c'est qu'un commandant, il y avait une gang de volontaires qui est exposée dans un bâtiment à
l'Est. Vraiment, c'est le dernier outpost, OK? Puis c'était vraiment exposé. C'était vraiment pas une bonne situation, au point qu'on appelait cette place-là Fort Alamo. Okay. Ceux qui connaissent l'histoire Fort Alamo, c'est comme un fort qui s'est fait encercler dans la guerre entre les États-Unis et le Mexique il y a longtemps, puis se sont fait overrun, comme on appelle, puis c'était vraiment une catastrophe. Puis c'est comme une image d'héroïsme, un symbole d'héroïsme. Fait qu'on appelait cette place-là Fort Alamo. C'est, tu sais, faut que tu t'imagines, il faisait à peu près comme là, froid, pluvieux, gris, déprimant, tu sais, c'est très, très, très front de l'Est, là, tu sais. Ouais. Puis là, tu t'en vas là. Puis là, les gars sont revenus à un moment donné. On les a vus dans le sol de l'école. Puis là, il y a un autre Américain qui est allé. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, on est revenu, on s'en va s'entraîner, mais il avait peur. Puis ils ont juste abandonné la position. Puis ils nous l'ont avoué après qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils nous ont dit, on a craqué. Puis là, il y a un commandant ukrainien qui nous a dit, écoute, c'est une joke qu'on a faite. Il dit, puis il parlait mal anglais, mais il parlait juste anglais assez, mais il était fucking frustré à parler des étrangers. Puis il nous a dit, you and you and you and you. En anglais, il dit, you take food for yesterday. Mais il mélangeait yesterday avec tomorrow, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, on faisait des jokes. C'était ta nourriture pour hier. Food for yesterday. Fait que là, il mélangeait tomorrow and yesterday. Fait que là, les Américains étaient là, Wally, fait quelque chose, sauve-nous, esprit. On va se faire il va nous envoyer dans la charcuterie, là. Ouais. Fait que là, j'ai négocié avec lui. J'ai dit, c'est pas intelligent de faire ça. On va utiliser aussi les Ukrainiens pour un peu répartir, tu sais, la pression, le travail. Mais eux autres aussi étaient à d'autres endroits. En tout cas, c'est vraiment pas une belle situation. Ouais. Ça a réussi par la peau des dents. OK? J'aurais jamais pensé survivre à ça. Ouais. OK? Mais par la peau des dents, on a eu des renforts avec l'armement un petit peu plus lourd. On est capable, la ligne a stoppé en Ukraine là. OK? Précisément, là, si tu vois la limite de l'avancée, ça a été là, au mètre près quasiment. OK? Le bois que j'ai comme été, c'était la dernière place. Puis, mais c'était vraiment pas le fun. Et à ce moment-là, toi, t'agissais comme sniper. Sniper, mais j'étais contre des machines l'autre bord, avec des thermales. Fait tu fais ce que tu peux. À un moment donné, il y a un commandant qui voulait m'envoyer. Il me disait, OK, va-t'en cette nuit. Avec ton arme, etc., telle place, puis essaie de puncher des Russes. Puis je suis là, c'est la nuit, j'ai pas de capacité thermale. Ah, c'est ça, ça s'en Les Russes, ils ont des optiques dans leur tank, c'est gros de même, puis ils peuvent me zoomer, puis me regarder de même, puis ils ont des missiles guidés. Puis tu vois que moi, que je vais aller là-dedans, puis marcher là-dedans, tu sais, c'est comme, c'est pas intelligent, tu sais. Étais-tu réceptif? Là, pour ça, il a pris il était pas un militaire professionnel, c'est comme, je sais même pas quel background qu'il avait. Lui, il sort une optique genre Canadian Tire, là. Tu sais, une affaire que t'achèterais cheap, à 50$, là, tu sais. Il me dit, tiens, tu l'as ici, ton optique. Il me dit, ouais, mais c'est même pas ajusté, tu sais, c'est même pas zéroté, même à là, tu sais. Il me dit, mets-la, puis vas-y, puis il me regarde, fais tes ajustements, puis vas-y. Puis là, c'est là, j'ai dit, veux-tu venir avec moi? Puis là, finalement, il a un peu laissé tomber l'idée. Fait que là, on est allé le lendemain matin où est-ce qu'on y avait une visibilité un petit peu plus importante pour cette mission-là en particulier. Mais, tu vois un peu le contexte, là. Fait que j'étais un sniper. Fait que là, t'avais le côté médiatique qui disait, hey, meilleur sniper du monde tue 40 Russes par jour. En réalité, est-ce que je suis même pas capable de juste fonctionner? J'ai des tanks qui m'ensacrent de partout, puis j'essaie juste de survivre. Je te dirais que 80% de la job, c'est pas 90%. Surtout à cette époque-là, c'était juste survivre. C'est tenir la ligne, puis juste essayer de pas mourir. OK? Il y a pas d'affaire de, on va faire comme dans les films, des encerclements, des missions d'infiltration. Non. Oublie ça. Il y a rien de ça. OK? Ouais. Est-ce que tu as eu peur à des moments que justement les Russes te capturent ou t'avais-tu un plan dans ta tête de qu'est-ce qui arrivait si telle chose? J'avais plein de choses que je pourrais dire là-dessus. C'est vraiment bizarre parce que quand tu prends le char, tu t'en vas vers le front. Tu regardes, ça ressemble un peu à banlieue ici. Il y a certaines ressemblances. Puis là, je regardais les boisés, puis j'étais comme, OK, telle ville, telle place, si jamais il faut qu'il arrive de quoi, je m'en vais dans telle place, puis j'essaie de me cacher le plus longtemps possible. Puis limite, le front va me dépasser. Je vais fermer mon cell, puis je vais essayer de me reconnecter sur le réseau si ça fonctionne, d'essayer de donner une indication à quelqu'un, puis essayer de repasser de l'autre bord. J'avais plein de scénarios de même. J'avais des contacts en Roumanie au cas où que l'Ukraine s'effondre, surtout les premiers jours, puis que là, je fais comme, OK, on revient d'abord, on décodique, OK, parce que là, tout s'effondre, OK? Ouais. Mais c'était pogné à l'est avec les convois de réfugiés partout, tout est bloqué, là, OK? Tout est arrêté, là, tu peux plus voyager, là. Qu'est-ce que je fais? Là, j'avais un plan d'aller par les Carpates, les montagnes, en Roumanie. J'avais des contacts là qui étaient prêts à m'accueillir.
Fait que là, j'avais plein de scénarios de même. Mais la fois que je te dirais que j'ai eu plus eu peur, ou une des fois, j'ai eu peur dans une couple de reprises, là. Mais une fois que ça a vraiment passé proche de me faire pogner, c'était en banlieue de Kiev, dans la bataille de Kiev, à Irpin. Un tank, mais tu sais, juste à côté de moi, là. Il explosait d'en face sur le mur. J'ai des photos, OK? Après, là, qu'on était. Ça m'a claqué. Étonnamment, pas si pire que ça, OK? Mais ça a pogné la structure. Ça a éclaté devant moi, mais finalement, c'est l'autre gang à côté qui voulait pogner. Je veux pas rentrer dans les détails techniques parce que ça serait vraiment long. Mais à un moment donné, la fusillade passe, ça tire de partout. Il était vraiment en face de la rue. C'est comme le building ici, là, qui est en face, qui est vraiment proche. Là. Puis ils étaient nombreux. On était une patrouille de reconnaissance de 6, je pense. Puis les autres, je sais pas combien ils étaient, mais il y en avait en tabarouette. Okay? Ça tirait de tous les bords. Puis il y avait des tanks. OK? C'était pas une situation super plaisante. Puis là, j'avais mon collègue Shadow québécois qui a dit « C'est quoi ça? » C'est comme c'est la première fois qu'il vivait ça. C'est lui qui est décédé aujourd'hui? Non, lui, il est correct. Lui, il est blessé. Mes collègues sont tous blessés ou morts. Ceux qui sont à qui je suis rentré. Lui, il est blessé puis il est en recovery en ce moment, Shadow, un Québécois. Mais là, tu vois... Là, on une patrouille de reconnaissance, on fait pas face à ça, là. Okay? Tu vas juste te faire tuer. Okay? Ouais, c'est ça. Fait que le but, c'est de reconnaître l'ennemi. On sait son où. Fait que là, d'ici, OK, on sac notre camp. C'était un building avec des condos. C'était vraiment des beaux condos. Il y avait même j'ai même une photo que tu vois comme une annonce, là, genre immobilière, genre, venez profiter de la qualité de vie. Aïe, aïe. J'allais encore cette affaire-là, puis ils ont saccagé ça, les Russes, là, mon homme. Il y a un paquet de bâtiments qui sont plus récupérable. Des beaux condos, là. C'était un beau quartier, là, avec des machines expresso là-dedans, des petits verres fancy comme ici, puis tout, là. Puis là, t'as des tanks, tu sais, là-dedans, ça éclate, là. Puis là, après ça, on sac notre camp de ça. Il y a une autre équipe de snipers qui nous couvre. Là, après ça, un sniper qui se fait blesser. OK? Puis là, quand on est en bas, lui, il est de même, puis avec son fil de recharge de cellulaire. Il y avait un power pack. Puis tu vois son fil iPad, pas iPad, mais iPhone. Là. Puis il était même, tabarnak. Puis là, tu vois, oh shit, ça va pas bien. La fumée, des débris partout, du bruit qui est... Puis là, à un moment donné, on s'en va dans un sol, comme un storage, là, tu sais, de condo. Puis là, il y avait 2 ou 3 réfugiés. Puis là, c'était noir. Tu sais, c'est comme un scénario, tu sais, de zombies d'apocalypse, là, quand tout est fermé, puis il reste juste un restant de civilisation. On s'en va là, en dessous, c'est noir, là. OK? Là, je m'assis, puis là, t'entends toute la réverbération, mais ils sont pas loin, là. C'est comme un sol, tu sais, c'est comme si on descendait ici, puis c'était comme quasiment au bord de la rue. Puis là, t'entends nos snipers qui font juste un petit peu de la diversion, pendant que le blessé s'en vient tout. Puis là, on entend des tirs, puis là, on entend les tirs russes, les tanks, ça shake, puis tout. C'est vraiment terrorisant. Moi, je suis dans le sous-sol, on est dans le noir, puis je sais qu'il n'y a pas de sortie à part la sortie qu'on a rentrée, qui est pas mal évidente. Je suis là, je vais me faire pogner. Mais là, je suis impossible. Okay? Je résiste, OK, c'est impossible. Je peux pas me faire pogner. Mais là, tu recommences à regarder un peu s'il y a des trappes au plafond. Tu te dis, j'ai-tu une chance? Je pense que j'ai pas ben de chance. Il y a rien pour ça. La dernière chose que tu veux, c'est être prisonnier là-bas. Je peux pas. OK, mais là, j'étais comme, je vais me faire... C'est soit je meurs ou je peux pas me faire pogner. Ouais. Puis il commençait à avoir des informations comme quoi les Russes faisaient des crimes de guerre. Fait que c'était pas genre une armée qui se comportait bien. Ah, c'est ça. Ils tuaient la du monde. Convention de Genève, il n'a pas. C'est ça, ils exécutaient des civils derrière la ligne à Boutcha et Irpin, qui étaient les 2 mêmes villes où j'étais. Fait que c'était impensable. À un moment donné, j'étais justement assis dans le noir. Puis il y a une madame réfugiée, pas une madame, là, pas très vieille, là, peut-être, je sais pas, moins 40. Fait que là, à un moment donné, elle marche dans mon pied, puis là, j'y pogne comme pour lui montrer, hey, je suis là, tu fait attention. Elle a fait un saut, là, comme dans un film d'horreur, genre, c'est quoi ça qui est à terre, tu sais? C'était moi qui étais comme en attente, là. Toi, t'étais caché dans le fond. Moi, j'attendais, puis là, elle rentrait, elle s'est promenée, puis là, moi, je l'ai comme poignée, puis là, elle a fait un saut, là, comme... Parce qu'elle était stressée, tu sais. T'entends tout ça, elle est pas prête à ça. En tout cas, bref, je me suis pas fait pogner. On a réussi à s'en sortir. C'est après ça j'ai vu le gars, le sniper blessé, là, avec son fil de recherche qui sortait. Puis là, on court là-dedans. J'ai même enregistré des reportages, des reporters ukrainiens. On est retourné, en plus, sur les lieux. Fait que j'ai fait un walk-through après les faits, ce qui est assez étrange. Tu retournes dans un endroit où t'as failli te faire pogner de même, puis là, ça vient comme... Puis j'ose de ça, comme, on était là. Après ça, c'est vraiment bizarre. Puis d'ailleurs, moi, quand je retournais sur des lieux, j'étais là, je vais-tu me sentir comme, je vais-tu virer post-traumatique tout d'un coup? Je sais pas, je le suis pas, mais quasiment, je vais me sentir quand
c'est rare que tu retournes sur des lieux comme ça, puis que c'est comme le petit cafetière expresso est encore là, le petit McDo il est revoir. Parce qu'il y avait des McDo. Proche de la mort. Il y avait des McDo proche de là. C'est vraiment weird, hein, se faire tuer proche d'un McDo avec des tanks. Ouais, t'avais des BMW avec plein de trous. T'avais un spa proche de là, Spa Amiral, ceux qui veulent aller voir sur Internet. Okay. Là, le Spa Amiral, super beau, comme un Christy de beau spa ici. Complètement saccagé. Des bombardés à côté. Puis là, tu retournes là. Puis non, je me suis senti comme super bien. Mm-hmm. Puis en fait, j'étais tellement curieux que la curiosité a pris le devant de tout le reste. Puis j'étais vraiment curieux de tout ce qui se passait, de comment ça s'était passé. OK, c'est là, je pense que l'obus a touché là. Là, je regarde, là, je vois les trous. Fait que là, je suis OK, je m'en rappelle. C'était vraiment bizarre. Puis je me sentais pas du tout mal, rien de ça. En fait, même, c'est comme si... tu sais, quand t'es dans zone de gaz, c'est comme s'il y a des espèces de fantômes. L'ambiance est comme vraiment bizarre. Tu pourrais avoir la même place qu'ici, au fond, puis ça serait comme pas pareil. Même si tout est pareil, c'est comme pas pareil. C'est vraiment dur à expliquer. Moi, j'appelle ça les fantômes de guerre, OK? Puis quand les fantômes s'en vont, quand le front se déplace, les mêmes lieux après ça deviennent comme corrects. C'est comme s'ils n'étaient pas hantés par les fantômes. Je sais pas si c'est dur à expliquer. Mais quand je retournais sur place, je me sentais pas comme genre traumatisé. J'ai retourné dans le sous-sol, tu sais, le storage. Je me sentais pas comme... je me sentais, c'est un storage. J'étais là, les Russes étaient là. Puis j'étais pas comme particulièrement secoué, rien. J'étais plus curieux qu'autre chose. On a filmé, je parlais devant la caméra, puis tout allait bien. Mais c'est assez inusité quand tu regardes tout ça, là, mais c'est en même temps tellement fascinant. Puis là, c'est quand la dernière fois que tu es allé? Est-ce que tu Ça fait longtemps, ça fait un an et demi. Pas pour l'instant, parce que la politique est trop compliquée. C'est tellement compliqué politiquement, parce que ça a tellement grossi mon affaire que j'ai été impliqué avec des unités, avec toutes sortes de monde que je ne veux pas nommer parce que ça serait vraiment long. Pas que c'est nécessairement secret. Dans mon livre, j'en parle, je donne un peu plus de détails là-dessus. Mais tout l'aspect politique de... Canadienne ou politique là-bas? Surtout la politique là-bas. OK. C'est vraiment compliqué. C'était une espèce d'engrenage vraiment compliqué. Mm-hmm. Moi, j'ai comme principe, comme combattant volontaire, que j'aide pas ceux qui ne veulent pas être aidés ou qui ne me demandent pas de les aider. Mm. Fait que j'ai certaines conditions. Puis si les conditions sont pas réunies, ben c'est parce que tu veux pas. Fait que moi, je leur ai proposé mon aide pour, exemple, structurer certaines unités. Il y a même des commandants qui ont refusé littéralement. OK? Ces commandants-là ont perdu leur poste après ça. Parce que quand j'étais vraiment dans la partie plus commandante, je pourrais dire, en tout cas, je veux pas rentrer tout dans les détails, là. Dans mon livre, j'en parle un petit peu plus, là. Mais j'avais plein de meetings, j'avais des petits soupers avec du monde en beaux uniformes, des généraux, un paquet de monde, des commandants. Puis, je m'en rappelle, il y avait vraiment un enthousiasme, OK, en Ukraine. Tu sais, les premières victoires étaient faites. Fait que là, on était à une époque où, sur les médias sociaux, ce qui se disait, les Ukrainiens en blague, là, évidemment, mais quand même, ça reflète un peu l'état d'esprit. Ils disaient, l'Ukraine ne demandera pas à joindre l'OTAN, c'est l'OTAN qui va demander à joindre l'Ukraine. Tu sais. Fait que l'Ukraine avait cette impression, donc, c'est trop facile. Okay? C'est dur, mais en même temps, pas besoin d'aide de personne. Les étrangers, vous savez, on veut votre gun, on veut vos guns, on veut vos armements, mais ceux qui savent vraiment comment faire la guerre, c'est les Ukrainiens. Puis, tu sais, les conseillers, puis toutes sortes de monde supposément compétents. Je m'excuse, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est un peu ça le message. Moi, je voyais un peu le mur arriver. À un moment donné, je leur dis, préparez-vous une guerre d'attrition, là, okay, avec des pertes, puis économisez vos forces. Faites attention de ne pas trop gaspiller vos troupes. Je me rappelle, j'avais des snipers que j'allais entraîner, puis là, je voyais leur visage, l'enthousiasme, là, comme des recrues là, dans l'armée, là, ils vont faire des cours de sniper. Ouais. Puis là, après ça, quand il y a eu toute la bouette politique qui est arrivée, à un moment donné, j'étais en Espagne pour parler à un autre groupe d'Ukrainiens, que je rentrais pas dans les détails encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Puis là, à un moment donné, on regardait, puis tu voyais tous les noms de tous ceux qui se faisaient charcuter. Il avait tout été envoyé. La liste a continué. Ça n'arrêtait plus. Fait que tout ce monde-là sont comme tellement tous morts, blessés gravement, etc. La majorité de ce monde-là n'a jamais tiré vers l'ennemi. Ils ont été engagés de façon stupide, OK, dans des champs de mines. Go, fonce dans le tas. Puis ils ont été démolis ben raides. OK, c'est la contre-offensive. Oui, ben c'est parce qu'il y avait... Mais les Ukrainiens, ils sont un peu comme les Russes là-dessus. Sont très...
ont beaucoup de notions de sacrifice, beaucoup de notions de la masse va l'emporter. On fonce, sont extrêmement courageux. J'ai jamais vu des soldats courageux de même. Okay? Sauf que je leur disais, votre courage, c'est votre force et votre faiblesse. Parce que vous êtes, en anglais, reckless. Vous êtes insouciant des fois. Moins là. Là, c'est le contraire. Il y a tellement d'histoires d'horreur de front que là, tout le monde sait que c'est une charcuterie. Là, okay? Wally avait raison, finalement. Ben là, au début, c'était très impopulaire, mes critiques. Je me suis fait vraiment... Il y a plein de monde qui m'ont pas parlé en Ukraine quand j'ai commencé à faire critiquer, même juste petit, là. Juste, ça, là, ça marche pas. Puis là, des fois, je faisais mes entrevues, je le disais. Je disais, c'est ça, c'est bon, mais ça, non, ça marche pas. Puis là, ils entendaient, là, ce qui marche pas. Puis là, j'avais plein d'amis qui me disaient, OK, le commandant, il est vraiment fâché contre toi, puis il veut plus que tu viennes. Fait que là, j'étais brûlé de cette unité-là. Là, à cette heure, c'est courant, là, tout le monde critique ouvertement plein de choses parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Plein de choses qui ont fonctionné aussi, faut le dire. Puis à cause de ça, là, c'était très impopulaire à l'époque, OK? D'amener un regard critique, on peut améliorer les choses, etc. Aujourd'hui, c'est comme monnaie courante. Il y a plein de commandants qui sortent même publiquement maintenant pour critiquer certaines politiques. Là, imagine le commandant de Valcartier qui sortirait publiquement à dire, OK, le commandant à Ottawa, il sait pas ce qu'il fait. Mais maintenant, ça s'en vient un petit peu plus accepté. Il y a beaucoup plus de sorties de ce niveau-là. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Fait que j'ai été pris là-dedans. Il n'y avait pas les conditions pour que je puisse faire mon travail. Puis moi, me faire envoyer qu'une AK-47 pas zéroté, foncer dans un champ de mine, ça fait pas partie de ce que je veux faire. Non. Puis je leur ai dit, moi, je suis pas là pour ça. Tu sais, si vous voulez juste m'envoyer courir vers une tranchée puis avec une mitrailleuse qui me tire dessus, j'ai d'autres choses à faire. Okay? Mais si vous voulez que je vous aide à former vos snipers, qu'on fasse des missions, qu'on fasse de quoi d'intelligent, qu'on change les procédures, etc., pas de problème, ça me fait plaisir. Je vais le faire gratuit. À mes frais, puis je vais aller là, puis ça me fait grand plaisir. Parce que tout ça, c'est à tes frais, t'es pas payé ou rémunéré? Non, pas payé. Moi, j'étais fier de dire que j'étais le soldat le moins bien payé d'Ukraine. En fait, je perdais de l'argent à être là. À part ma deuxième mission qui ont financé mon déplacement, je leur ai dit, écoutez, je peux-tu au moins avoir l'avion payé? J'en demande pas beaucoup, là, tu sais. Ça, ils l'ont fait. Pour toute la bienfait que t'as fait ou toute l'aide que t'as apporté. Mais ils sont très reconnaissants quand même. Tu sais, faut pas souligner le négatif. Il y a énormément de positifs, mais... Qu'est-ce que ça prend? Puis là, on rentre un peu dans le point de vue politique qui est très délicat, pas pour qu'il y ait des victoires ou des défaites, mais qu'est-ce qui doit arriver pour que ça se finisse, tout ça? Puis que les gens arrêtent de se tuer d'un bord. Le vouloir. C'est une question de volonté de notre capacité. On a vraiment la capacité industrielle, économique, de vraiment finir très rapidement. Là. Je veux dire, ça va pas bien pour la Russie, mais l'Ukraine est tellement plus petite, puis là, on est en train de les lâcher. En partie, mais là, l'Europe se réveille, etc. Mais on peut vraiment gagner ça très rapidement. C'est un peu comme un feu qu'on laisse... faut éteindre les braises. Mais là, le problème, c'est dès que ça s'éteint un peu, c'est correct. Là, le problème perdure, alors qu'il se règle rapidement. La bonne nouvelle, pour ceux qui connaissent pas un petit peu l'évolution des dernières nouvelles, mais une grosse nouvelle qu'il y a eu, c'est vraiment l'Europe avec Trump qui, comme fait le bordel. Là, t'as l'Europe, dont l'Allemagne. L'Allemagne ont fait quelque chose qui est sans précédent. Ils ont ouvert la porte à l'endettement pour financer la défense. Puis ils sont très allergiques à l'endettement, les Allemands. Ils ont beaucoup de procédures bureaucratiques vraiment archaïques. Côté défense, ça les freinait très longtemps. Là, ils ont ouvert ça. Ils ont dit, OK, fuck it, là. On s'endette, on se prie, puis ils ont une grosse marge de manœuvre d'endettement à ce niveau-là. Fait que ça va être vraiment... Ça va faire une différence incroyable. Okay. Mais est-ce que la victoire, est-ce que la fin de ça va être basée sur une victoire ou une défaite, ou est-ce que la fin de ça peut être basée sur juste que les gens s'entendent? Puis... la différence entre qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui va arriver, c'est deux choses. On peut gagner ça complètement. Ok. Je pense que c'est ça qu'il faudrait, puis on a la capacité de le faire. Après ça, il faudrait faire en sorte que le régime de Poutine soit tellement affaibli qu'il s'effondre de lui-même. Le problème, c'est qu'il risque d'avoir d'autres guerres qui vont surgir. Parce que là, il y a un effet... parce que c'est l'ancienne Union soviétique, tu as la Tchétchénie autour, tu as la Géorgie, tu as un paquet d'autres petits pays, Azerbaïdjan, tu as plein de satellites, on peut dire ça, qui étaient souvent dans l'Union soviétique. Tu as l'État islamique qui patauge dans le coin du Tadjikistan, etc. Puis là, quand les Russes s'enlèvent pour aller en Ukraine, là, il y a comme... C'est comme si t'enlevais le couvert. Là, t'as comme plein d'affaires qui se tenaient tranquilles, que là, comme, refont surface. Fait que moi, je pense que ça va se transformer, peu importe la situation, en des conflits régionaux un peu partout. Parce qu'on est en train de déstabiliser complètement le statu quo de la sécurité, de la géopolitique dans le coin, des alliances, etc. Puis il y a un paquet de monde qui vont dire, écoute, la Russie est tellement rendue faible, je pense que je vais aller chercher des petits morceaux de gâteau de ça, tu sais. Fait qu'on pourrait assister à une partition de la Russie. Des rébellions localisées d'autres pays satellites, la Tchétchénie qui fait officiellement partie.
de la Fédération pourrait peut-être se soulever encore. Il faut pas oublier que ça a été un peu comme l'Ukraine. Ils ont été envahis, puis ils ont été conquis, occupés. Puis là, ça fait longtemps qu'ils sont occupés. Ben, peut-être qu'ils vont se soulever. Il y a un paquet de choses en même qui vont surgir. Malheureusement, c'est à peu près sûr que ces choses-là arrivent parce que si la Russie gagne, ils vont vouloir peut-être se venger aussi. Si la Russie perd, ben là, tu vas avoir un effet d'implosion aussi et qui va se produire. Fait qu'on n'est pas sorti de tout ça, malheureusement. Mais je pense que il va falloir qu'on partitionne la Russie. C'est un problème. C'est un pays qui a trop fait de troubles. Puis malheureusement, quand tu fais des guerres à répétition puis des crimes, ben comme peuple, malheureusement, à un moment donné, on est tanné. Puis il va falloir peut-être en finir avec la Russie comme qu'on la connaît aujourd'hui, malheureusement. Il va falloir peut-être déstabiliser le régime, puis faire en sorte qu'il y ait un changement de régime, puis que ça soit une histoire du passé, puis que nos enfants, quand ils regardent une carte, ils disent « C'est quoi ça, ce gros pays-là? » Ben ça, c'est un pays qui existait avant, mais qui maintenant, il a fait tellement de problèmes que on a décidé que c'était assez. My God. Puis maintenant, c'est un plus petit pays. Ouais. Tu sais, peut-être ça va être ça. J'espère que ça va être ça. Peut-être, je sais pas. Moi, je peux prendre de position politique face à tout ça. Hein. C'est très délicat. Mais wow, je trouve ça super intéressant d'avoir ton point de vue face à ça. Moi, je suis curieux parce qu'on arrive quasiment déjà à la fin. Puis, my God, ça a passé vite en claquant des doigts. Je t'en parle. Mais Wally, c'est pas juste un guerrier, c'est pas juste un soldat. T'as une vie ici au Canada. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au quotidien quand t'es pas je suis vraiment en tech. J'ai ma compagnie DragonAxe. Le site c'est DragonAxe, comme Âge de dragon, dans le fond, en anglais, dragonaxe.io. Oui, IO, c'est un terme souvent qu'on a en tech, là, ça veut dire input-output. Dans le fond, c'est juste une joke. Ça vient d'une juridiction, j'ai oublié, c'est une espèce d'île perdue, que à la place du .ca, c'est .io. Ça n'a aucun rapport au tech, mais j'ai juste une espèce de tradition à l'interne en tech que les .io, c'est... on le prend quand on est une start-up tech. Puis ça fait en sorte que le .io est maintenant plus cher. Okay. Acheter un .io, c'est plus cher maintenant qu'acheter un whatever qui a pas rapport. Puis un autre domaine. Là. Puis fait que j'ai ma compagnie tech. Fait que c'est du service conseil en fintech, sécurité informatique, cyber. Fait que tout ce qui est mettons la blockchain, là, j'étais en train de faire un système financier à l'épreuve du quantique. Donc on a des ordinateurs quantiques qui s'en viennent. D'ailleurs, il y en a un ordinateur quantique à Laval. Il y en a quantique, oui. C'est quoi ça? C'est une nouvelle sorte d'ordinateur. Dans le fond, c'est un ordinateur il va être capable de faire certains types de calculs d'une façon extrêmement rapide. Pas tous les calculs. C'est pas un ordinateur qui va juste faire tout ce qu'on a là présentement plus rapidement. Le problème avec les ordinateurs quantiques, puis ceux qui se font une image d'à quoi ça ressemble un ordinateur quantique, ça ressemble à une tank à eau chaude. C'est vrai, ça ressemble vraiment à un contenant. Puis il y a plein de sous-contenants. Puis le but de ce contenant-là, c'est vraiment une chose, c'est d'avoir un espace extrêmement froid au cœur. Excuse-moi. Au cœur. Puis ce petit cœur-là, il est peut-être gros comme, je te dirais, ce bol-là. Tu sais, c'est gros de même à peu près. Puis là, t'as comme le processeur. Puis là, t'as plein d'espèces de connecteurs qui ça ressemble à un chandelier. Ils appellent ça justement un chandelier. Qui a plusieurs types d'ordinateurs quantiques, là, mais celui-là, c'est le plus commun. Puis ça, il y a comme une petite unité de calcul qui est capable de faire certains types de calculs extrêmement efficacement. Okay. Exemple, ce qui est la science moléculaire, par exemple. On va peut-être trouver des médicaments incroyablement révolutionnaires. Peut-être que on va prendre une pilule puis on va enlever nos chances du cancer de 30%, par exemple. Wow. Ça, c'est un peu la promesse du quantique. Il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis là. Il y a beaucoup de spéculation, mais ça avance. Okay? Il y a beaucoup d'investissements, énormément d'investissements. Le problème avec le quantique, c'est que ces algorithmes-là vont aussi être capables de casser des clés d'encryption. Donc, à chaque fois qu'on envoie un message, par exemple, à un ami, à chaque fois qu'on fait une transaction bancaire, quand on se connecte à des serveurs, etc., au quotidien, là, à chaque jour, en ce moment, quand on utilise des systèmes, cette encryption, ce système d'encryption-là, la cryptographie derrière ça, est cassable par des ordinateurs quantiques. C'est-à-dire que si j'intercepte le message, mettons, moi, je t'envoie un message, ou je me logue sur un serveur, mettons bancaire, et j'intercepte la communication entre les deux, en ce moment, c'est très difficile de trouver ton password, mettons, ou de trouver la clé d'encryption. Okay, ça, tu verras pas ça comme usager, ça se fait automatiquement. Tu sais, quand par exemple, tu t'envoies sur un site Internet puis tu vois un cadenas, là, ça, c'est HTTPS, dans le fond. Puis ça, là-dedans, dans le fond, il y a plusieurs choses qui se passent, mais une des choses qui se passe, c'est de l'encryption. Okay? Cette encryption-là est menacée par les ordinateurs quantiques. Fait que ça, le petit cadenas, il va popper. Pour certains pays qui vont avoir cette capacité-là, vont être capables de savoir ce que tu t'es dit, vont être capables de répliquer tes actions, donc prendre contrôle à distance de tes ordres. Fait que toute l'infrastructure au complet est menacée par ça,
parce que c'est tellement performant que ça va permettre de casser ces clés-là. Fait qu'il faut une nouvelle type d'encryption, dont celle que je travaille dessus, pour faire ça. Fait que je finissais justement aujourd'hui un système, mais ça va super bien. Puis moi, j'ai de la misère quand mon mot de passe, il marche pas sur Hotmail. T'imagines-tu? C'est pas si compliqué que ça. De parler. Wow, mais c'est des maths. C'est juste que il y a certains problèmes mathématiques qui servent à l'encryption. Un des problèmes, c'est la factorisation des nombres premiers. Le nombre premier, c'est un nombre divisible par lui-même, mais par un seulement. Donc, 1, 3, 7, 11, etc. Quand tu prends deux nombres premiers, tu les multiplies, ça donne un grand nombre. En ce moment, il n'y a pas de façon de reverser ça. C'est-à-dire, je te donne le grand nombre, puis je te dis, devine les deux nombres premiers. La seule façon en ce moment, c'est d'essayer plein de combinaisons à un. Ouais, je compte sur mes doigts là, quand vient le temps de... Je suis pas rendu là. C'est ça, mais les ordinateurs sont capables de faire des calculs très rapides avec très grand nombre. Une clé, souvent, c'est des nombres premiers. OK? Puis il y a une façon à que tu peux mathématiquement faire en sorte que tu peux échanger des clés d'encryption comme ça, mais l'ordinateur quantique a un algorithme qui est capable de casser ça. Okay? De rapidement trouver c'est quoi les nombres. La factorisation, dans le fond. Mais là, il faut juste avoir une autre forme de mathématiques qui va permettre aux ordinateurs quantiques de pas deviner. Fait que ça existe. Il y a des algorithmes qui existent qui ont déjà des brevets ou des recherches qui ont été faites. Moi, je les implémente puis je les mets dans des systèmes. Puis après ça, le système financier fonctionne puis il est sécuritaire. Fait qu'une banque, exemple, qui envoie... Là, on parle de gros montants. Là. Parce que, exemple, une banque qui dit, écoute, on a une balance à régler, puis je vais t'envoyer... Puis leur somme, eux autres, c'est des grosses sommes. Là. Eux autres, 50 millions, c'est comme pocket change. Okay? Fait que faut que je t'envoie 1 milliard d'assets, puis on va être sûr que la transaction est vraiment comme pas modifiée, pas menacée. Je veux un système qui me permet de faire ça. Ben là, moi, je travaille pour quelqu'un qui délivre pour client. Moi, je fais toute la technologie, puis les autres font la partie business, développement des affaires, etc. Ça, c'est un des clients que j'ai, j'en ai plusieurs. Puis là, ils font un système qui permet, dans le fond, que ça soit sécurisé. Fait que t'es Corée du Sud, t'envoies une transaction en Europe, t'as la Chine entre les deux, t'as un paquet de monde qui pourrait intercepter, modifier, etc. Ben là, ça va être sécuritaire, dans le fond. Fait que, va falloir qu'on se fasse un autre épisode là, pour jaser de ça. Non, c'est ma passion, j'adore. On va parler de tank puis de cryptographie avec grand plaisir. T'as l'air passionné, c'est le fun de parler avec toi. Avant de rentrer dans le dernier segment, on a une question corsée. Corsée. Qui est rapport avec le vin. Je vais boire mon café, va lutter pour ça. Je laisse piger la question, je vais la lire. Et puis, où tu peux la lire. Puis si tu te sens pas à l'aise, là, ou on va prendre celle-là. OK. On peut en c'est prendre tout le temps le fun, hein, ces choses-là. OK. On va lire ça. Dans un monde où beaucoup cherchent confort et sécurité, qu'est-ce que la guerre t'a appris sur la nature humaine que personne ne pourrait comprendre sans l'avoir vécu? Ceux qui ont de l'air fort sont pas nécessairement forts, puis ceux qui ont de l'air pas fort peuvent te surprendre. Tu vois vraiment le caractère humain se dévoiler. Autant que tu vas voir, j'ai vu du monde avec des grosses pipes pleurer. Puis tu vas voir le gars qui a de l'air quand même ordinaire, que lui, il a une constance, puis il va faire un travail tout le temps constant, puis il va montrer un courage surprenant. Ça c'est surprenant. Okay? Je l'ai vu. Pas se fier aux apparences. Je l'ai vu à Afghanistan, seulement. Il disait, moi, s'il aurait été là, je l'aurais tiré. Ouais, mais c'est parce que t'as pas été là. Mais quand c'est live, là. Puis souvent, puis c'est drôle parce qu'en montant en puissance, nous autres, ils avaient dans notre gag, c'était un tough, tu sais. Un tough, puis c'était quasiment un bully, là, tu sais, avec les pères. Puis lui, moi, je suis rentré là, j'avais un hook. Lui, c'était un caporal avancé, tu sais. Mais crime, on s'est fait engager en Afghanistan, puis à un moment donné, il y a une grenade qui a sauté juste à côté de nous, puis c'était le temps d'aller tirer. Puis on est revenu, puis la table était quasiment comme ça, un peu plus grosse, puis il était couché en dessous, puis il était en petite boule. Ouais, ça, mais c'était lui le bully, puis là, c'est lui qui s'est effondré. En fait, il y a beaucoup de bullies qui vivaient très mal, hein? Parce que je pense qu'ils sont pas habitués que ça soit d'avoir une opposition aussi violente. Ils sont habitués d'être la personne qui ont le dessus facilement. Puis là, t'as des tanks qui tirent puis qui s'en foutent que tu mesures 6 pieds quelques, puis t'as des grosses pipes puis que tu t'intimides les gens. Le tank n'a pas peur de toi. Fait que ça apprend psychologiquement, ça doit être assez dur à absorber. J'en doute pas. Donc, on va rentrer dans le dernier segment déjà. On a un tu peux en prendre une autre? Ben oui, vas-y. Okay, j'aime ça. Ah oui, c'est le fun. J'adore ça. Tu l'as bien répondu en plus. OK, c'est bon. Une petite dernière, un bonus. Est-ce que tu peux nous raconter un événement marquant pendant tes déploiements où tu as vraiment eu peur? On en a trop parlé. On en a parlé, ouais, c'est ça. T'as donné une couple de bonnes histoires en plus. Attends une minute. Un autre. Est-ce qu'il y a eu un moment en plein chaos, tu t'es demandé pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce qui a donné la force de continuer? Non.
j'ai tout le temps été convaincu que c'était la bonne chose à faire. Par contre, j'ai pas été convaincu que j'allais m'en sortir. Ouais. Comme qu'est-ce que Donc, plusieurs exemples que j'ai donnés. Mais à chaque jour, je passais proche au front, là, de me faire charcuter. Fait que je sais pas comment je fais pour être encore en vie, pas blessé. Ouais. Pas blessé en plus. Ouais. J'ai aucune blessure. Incroyable. Moi-même, à chaque jour, je me dis... Ça. Je cours, mettons, je m'entraîne, je suis comme, c'est le fun, je peux courir. Moi, j'aimerais ça que, puis on s'en reparlera hors air, là, si tu veux. Ben, moi, je suis un chasseur. J'aime ça chasser. Et puis là, ben, il faut que je me prépare pour ma chasse à l'ours qui s'en vient en juin. Fait que j'aimerais ça peut-être aller au champ de tir ensemble. J'ai ma 30-06 à zéroter. Puis j'ai une 30-30 aussi. Fait que j'aimerais ça peut-être avoir des techniques de toi, puis on prendra un café. On fera ça dans quel coin? Ben, tu me diras dans quel coin, puis on s'en jasera. Mais ouais, c'est ça peut être cool. Cool. Ouais. Je connais ça un peu. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr qu'on donnait une couple de conseils. Juste genre, ça va être le fun. David, tu vas amener le cadeau pour Wally? On a-tu une bouteille? Oui. J'ai une question pour toi, Wally. T-shirt ou coton ouaté? J'irais coton ouaté, ça en est pas souvent. Coton ouaté? Ouais. J'ai fait le bon choix. J'avais amené... J'en ai pas souvent des cotons ouatés. Ouais, merci de ta participation au podcast Là, on jase. Ça, dans le fond, le linge, présentement, on le vend sur le site Internet. Fait que, par le temps que notre épisode sorte, on va avoir des casquettes, t-shirts, coton ouaté. Tu veux vraiment apporter ça? Ben oui, c'est le trop cool. Merci. Ça, c'est le vin, dans le fond, qu'on a bu aujourd'hui. Je vais le mettre à côté ici. Ah non, tu veux le mettre ici. David, si Wally veut le déguster, le vin, il mange avec quoi, idéalement? Il le boit avec un verre, déjà. Il le boit avec un verre. Bon, ça commence bien. Fondu, ça va-tu bien que ça? Très bien. Ouais, okay, ouais, très bien parce que il est très léger, fruité, donc il est pas fait pour aller vraiment avec une viande forte. Vaut mieux aller avec, ça serait très bien avec fromage, là, au fondu chinois. De toute façon, faut que j'aille un souper, puis ils m'ont dit d'apporter du vin. Ils connaissent ça, fait que si jamais ça marche non, c'est très bon. Et là, tu leur diras qu'est-ce que David t'a dit au début, fait que là, tu vas l'air de connaître. Il est cendré. Ça fait un peu des thématiques guerre cendrée. Ouais, mais exact. C'est pas volontaire. Mais merci Wally d'être venu, ça a passé tellement vite. Ton histoire, elle me fait complètement capoter. Il va vraiment falloir qu'on se fasse un autre épisode. Ouais, c'est le fun. J'aime ça. Ben oui, c'est cool qu'on va aller tirer ensemble aussi. Je vais apprendre de tes conseils. Pour les gens qui nous écoutent, allez suivre Wally. T'es-tu sur tes réseaux sociaux? Fait que regarde la place d'entrée pour me trouver pour tout ce qui est guerre, là, Wally.news, donc WALI.news. Puis là, j'ai des liens, un paquet de choses que j'ai mis là-dessus. Puis pour mon entreprise tech, c'est dragonaxe.io, donc dragonaxe.io. Puis là, c'est mon entreprise tech, dans le fond, ça va super bien. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour Wally? Tu m'as parlé d'un livre. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Il y a beaucoup de questions. C'est un bon point. C'est une bonne question que tu poses parce que je mérite de faire le point là-dessus. Fait que là, il y a un paquet de projets qui s'en viennent. Donc, un film fiction. J'ai parlé à des acteurs que vous avez vus à la télévision. Là. Ah, ouais. Puis de ton histoire, en fait. Ouais, c'est ça. Incroyable. Il y a le documentaire, OK? Puis il y a le livre. Là, l'affaire qui se passe, c'est que tout le monde était perdu dans ce qui fait les scripts, etc. avec parce que ils ont besoin de matière vraiment plus. Puis là, personne n'était content de l'histoire, des scripts. Ils ont fait comme 3 scripts, je pense. Ils étaient pas satisfaits, OK? Fait que là, on a dit, écoute, je vais finir mon livre. Ça va être, vous allez partir de là. Je suis un bon storyteller. Fait que, partez de là. Je vais vous aider avec le script, etc. Finir le documentaire. On a filmé un paquet d'affaires déjà. Puis après ça, il y aura le film, OK? S'il y en a un, parce que c'est pas sûr, OK? Il y a jamais rien de sûr là-dedans, en passant. Là. Ce monde-là, je connais bien, là. Mais, d'après moi, ça va finir par... Moi, je le sens que ça va arriver. C'est une question de feeling. Avant d'aller à Tout le monde en parle, je savais que j'allais y aller. Je le savais. Je le sentais. Ça, c'est pareil. Je sais que ça va juste arriver. Quand, dans 10 ans, 5 ans, 2 ans, je sais pas, ça va juste arriver, je le sais. Puis, documentaire, ça, c'est sûr, ça arrive après. Mais c'est le livre qui est vraiment le bloquant que tout le monde attend. Puis là, moi, je l'écris à chaque jour, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. En plus de mon entreprise tech. Quand est-ce qu'il est censé sortir? J'aimerais ça le sortir pour l'automne. Okay. Il est très avancé, mais j'y ai pas à mon goût. Le draft, OK? L'ébauche n'est pas à mon goût encore. Mais dès que c'est... quand ça va vraiment commencer à être prête, là, ça va être la partie légal, business, les deals avec un paquet de monde, etc., qui attendent un peu à ça, qui voient s'ils vont de l'avant avec ça. Si ça va de l'avant, il y a tout un travail de commercialisation des fois qui peut être un peu plus long. Là. Puis là, il faut qu'ils sortent ça à des bonnes dates, puis les zones, les juridictions de droits d'auteur, la France, l'Europe, l'Amérique, traduction... c'est compliqué. C'est pour ça, des fois, le produit est prêt, mais c'est pas dit qu'il va tout de suite sortir. Fait que t'as tout ça, puis après ça, toutes les négociations de films. Là, on a eu plein de monde intéressé.
comme je t'ai dit, j'ai parlé à des acteurs là, qui feraient mon personnage, possiblement. Il n'y a rien de signé, mais ils sont tous là. On triple là-dessus, mais c'est juste qu'on veut le script, on veut tout ça. Mais il y a plein de monde intéressé. On va s'en reparler off caméra parce que j'ai quelque chose pour toi aussi que peut-être que tu trouverais intéressant. Cool. All right. Super. Ben merci encore de l'entrevue. Pour les gens qui nous suivent semaine après semaine puis qui écoutent nos émissions, merci d'être là, merci d'écouter nos émissions. Ça veut dire le monde. Continuez de liker, commenter puis sharer nos épisodes. À part de ça, on a du linge en ligne qui est disponible dans la bio, casquette, t-shirt, chandail. Vous pouvez aller faire du linge custom avec ce que vous voulez livrer chez vous super rapidement. Sinon, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par les Entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtements extérieurs. Donc, sur ce, merci d'être venu aujourd'hui, Wally. Vraiment un chic type. J'ai hâte qu'on s'en reparle. Puis à vous qui nous écoutez, merci. À la prochaine. On n'a jamais eu de montagne. Vraiment, là, ça a été un client à la fois. Comment qu'on peut créer de la valeur? Puis à un moment donné, quand tu crées de la valeur autour de toi, tout te revient, tout se multiplie. Quelqu'un qui a un pied dans la porte, qui exite sa compagnie ou qui veut ralentir, ne peut pas te conseiller parce que là, lui, il vient, la pression tombe, il commence lui, il a de l'espace dans son calendrier, puis après, là, lui, il a besoin de cette pause-là, puis dans un autre espace-temps émotionnel. Si l'Internet a pris 25 ans pour s'implanter dans notre façon de vivre, aujourd'hui, c'est comme tout est connecté, je crois que l'AI peut le faire en 5 ans. Quand on a commencé, puis on n'avait pas un sou, on se faisait des choses comme ça. On se disait, c'est quoi ton rêve, toi? Puis il me dit, c'est quoi tes rêves? Là, on était intelligents les deux. Je disais, OK, ben, si je l'aide à atteindre son rêve, je vais atteindre mon rêve.